semble avoir donné le coup d'envoi pour le sprint final. Où en est la droite? Peut-elle encore incarner l'alternance et gagner? Nous en parlons avec Éric Ciotti et Jean-Daniel Lévy. À gauche, ça tangue aussi. Le président Hollande avait demandé à ses ministres d'attendre le 23 mars pour faire part de leur choix pour la présidentielle. Mais les digues craquent. Alors J-1 avant l'explosion du PS, Julien Drey sera sur notre plateau. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous avons l'illusion d'y être parce que nous pouvons encore nous exprimer publiquement. L'avocat David Couvi publie une contestation française. Il revient et il n'est pas content. Marine Le Pen a-t-elle réussi ou raté le grand débat? Pour en parler, l'un de ses proches, le délégué national du Rassemblement Bleu Marine, Sébastien Chenu. Et puis, il y aura aussi bien sûr Alba Ventura pour ses carnets de campagne. Jusqu'ici, c'était Toff et la semaine folle de Tanguy Pesturo. Bonsoir monsieur. Bonsoir Éric. Bonsoir Éric. C'est quand même pratique que tout le monde s'appelle Éric sur ce plateau. Voilà. Je me demande si moi-même je vais pas y aller. Alors, on viendrait tous. Vous savez que tous vos ennemis et tous vos amis peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Seulement les Éric. Seulement les Éric, oui. Plutôt les amis, parce que les ennemis sont très très bien représentés. J'ai pu constater, si les amis pouvaient se manifester aussi, ça ferait une sorte d'équilibre. Mais non, tout le monde vous aime. Allez, on passe tout de suite à notre match. Donc, l'actualité de la semaine revue et corrigée par Zemmour et Nolo. Messieurs, les chronomètres sont prêts, ils sont derrière moi. Jingle. Nous sommes donc 45,7 millions d'électeurs, dont 15 millions d'abstentionnistes. En face, ils sont 11. Avant-hier soir, nouvel épisode de la campagne, le Club des 5 passait son grand oral. Pour vous rafraîchir la mémoire, quelques moments forts de ces échanges entre les 5 candidats. Je me disais que vous soyez une droguée aux pages faits divers, c'est une chose, mais vous êtes candidate à la présidence de la République. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, mais il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Le don moyen, c'est 50 € dans mon mouvement. Donc, n'insultez pas toutes ces femmes et ces hommes qui veulent renouveler la vie. C'est vous qui vous Ils veulent renouveler. Mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus, ne prenons pas trop les gens pour des imbéciles. Comment les Français sont ceux qui travaillent le moins en Europe? Vous plaisantez? Vous voulez avoir quoi? Le nombre d'heures de travail de la Roumanie? C'est ça que vous voulez? Ça veut dire que dans notre économie, Monsieur Mélenchon, à l'Allemagne, dans notre économie, à la Hollande, au Danemark, à la Suède, mais non, monsieur, à la vous Finlande, vous à la Grande-Bretagne, pas à la Roumanie, enfin. On a deux ministres de François Hollande ici, là, qui ont tous les deux échoué et qui essayent de le dissimuler en permanence. Alors messieurs, on a entendu beaucoup de choses depuis 24 heures, mais on ne vous a pas entendu, vous, Nolo. Quel est le vainqueur du débat? C'est quand même ce qui nous d'abord, intéresse le plus. plus généralement, je vais quand même pas tourner autour du pot, mais j'ai trouvé ça globalement décevant. Voilà. Ah bon? Ah oui. Trop de débit, pas assez de débat, et avec un effet pervers, c'est qu'en fait on s'intéressait moins au fond des propositions qu'à la manière dont tel ou tel candidat parvenait de temps en temps à déjouer ce dispositif étrange. C'est étrange parce que c'est un dialogue organisé sous forme de monologue successif. Alors c'est un peu étrange. Moi je ne crois qu'au débat, donc c'est le 1 contre 1. Et les seuls moments où ça devenait intéressant, c'est quand un candidat s'échappait en quelque sorte et arrivait à interpeller, voire à apostropher un autre candidat. Et puis cette règle de donner son avis en 1 minute et demie sur des sujets parfois extrêmement compliqués, c'est un peu comme si on vous donnait le résumé d'un livre, vous n'avez pas le droit de lire le livre. Je trouve ça bizarre. Alors je sais bien que c'est la règle pour c'est la première fois qu'il y a un débat. Voilà, avant quand on est 5, c'est compliqué, mais franchement, j'ai passé une soirée plutôt ennuyeuse. Alors, quant à la fameuse question du vainqueur, ce genre de dispositif, il y a quand même une prime à ceux qui sont les plus naturels, ceux qui arrivent à prendre des postures. Je pense que Mélenchon, sur ce panel des 5, est imbattable. Parce qu'il arrive à improviser, il arrive à faire passer sa personnalité, il y a une gouaille, il y a un esprit de répartie qui est très bon. Un peu comme vous ici. Voilà, donc pour 2022, je pense que tous les espoirs me sont permis. Après, on voit bien les limites, par exemple, de Hamon, qui a beaucoup trop préparé. Toutes les phrases qu'il sortait, les punchlines, comme on dit, en fait, sont préparées. Moi, je trouve que c'est lui qui est sorti le moins bien de l'exercice, et Mélenchon le mieux. Entre ces deux extrêmes, les trois, voilà, je vais pas faire tout le catalogue, avec des nuances, prennent les 2e, 3e et 4e places.
Oui, il y a eu un sondage d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, qui dit la même chose que vous d'ailleurs. Non, qui donne Macron vainqueur. Oui. Non, non, ah non, non, non. Ah bon? Ah, j'ai pas vu le même. Nous, c'est le LA. Si, moi, j'ai vu un sondage qui donne... Non, mais j'étais à tomber par terre. Alors vraiment... enfin bon, vous savez les sondages. Oui, je suis d'accord. Alors, Eric. Écoutez, moi je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Nolo. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a reçu Alain Duhamel. Et, je m'en souviens parfaitement, c'est mon Dieu vivant. Bon. Et j'évoquais une émission jadis aux Européennes de 79, que Duhamel animait, c'est pour ça que je m'en souvenais. Et ils étaient 4. Bon, c'est pas 5, mais enfin, bon. Il y avait Chirac, Marchais, Mitterrand et Simone Veil. J'en ai un souvenir comme d'un grand match de foot, c'était absolument extraordinaire. Et surtout, ils pouvaient très bien, ce qu'a dit Nolo, débattre vraiment. Ils ont vraiment débattu, ils sont vraiment affrontés. Et il y avait ils étaient autour d'une table et non pas debout. Très révélateur, ça. Américanisation. Exactement. Américanisation et perte de pouvoir. Le roi est assis sur le trône. L'homme qui a le pouvoir est assis. Le général de Gaulle fait ses conférences de presse assis. Il n'est pas debout comme Hollande. Le roi, il est sur le trône. Quand on n'est plus le roi, eh ben on est debout. Donc c'est ça. Eux, ils sont pas encore le roi. Non, mais ils sont des aspirants. Voilà, des aspirants. Et je reviens à ce débat. Il y avait moins de thèmes et ils étaient assis et ils débattaient. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Moi, je me suis pas ennuyé comme Nolo, mais peut-être que je suis un drogué de la politique et j'aime ça quand même. Ça m'a quand même intéressé. Je suis resté jusqu'à minuit et demi, qui pour moi est un exploit. Maintenant, pour le vainqueur, je suis d'accord avec Nolo aussi. Mélenchon est au-dessus du lot. Bah, c'est Marchais, quoi. C'est son côté tribun populaire, en fait. Enfin, non, c'est mieux que ça. Oui. Bah oui, il est le dernier représentant de ce qu'était la classe politique il y a encore 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire qu'il a à la fois une culture historique et littéraire. C'est terminé, ça. C'est la fin d'un monde. C'est un dinosaure, Mélenchon. C'est pour ça qu'il est au-dessus du lot. Là aussi, c'est l'américanisation, c'est l'occidentalisation. C'est-à-dire que c'est des gens transparents. Ils lisent pas un livre. Enfin, c'est dramatique. Il y a que Mélenchon qui est le dernier représentant. Non, mais j'ajoute une chose, c'est que les débats présidentiels, normalement, en théorie en tout cas, doivent permettre de juger à la fois d'un programme et d'un tempérament. Et moi, je pense qu'on ne peut juger d'un tempérament que dans le cadre d'un duel. Là, c'est tellement balisé... je te répète, à 4, c'est jouable. Oui, mais plus maintenant. Pourquoi? Parce que, en effet, je pense qu'il y a une perte de substance. Ah, d'accord. Voilà, et je pense que là, le mano à mano permet de voir ce que quelqu'un a dans le ventre et dans la tête. Là, il y a tellement de garde-fous, il y a tellement de barrières. Oui, on raconte par exemple, des barrières. Je lisais dans le Figaro ce matin que Fillon passait son temps à regarder ses textos parce que Anne Méot, sa conseillère en communication, lui donnait des conseils par texto. Qui imagine le général de Gaulle? Ah bah ça c'est sûr. Texto d'Anne Méot. Ah bah ça de toute façon, il n'y avait pas de téléphone. On posera la question à Eric Ciotti tout à l'heure. Donc vous attendez avec grande hâte le débat d'entre-deux tours, vous? Oui. Voilà. Bah, c'est de ça qu'on retient dans l'histoire politique, oui. Les débats entre deux tours. Oui. Alors merci messieurs, vous avez entendu le gong. C'est maintenant l'heure de notre second match. À défaut d'une longue marche, Jean-Luc Mélenchon a organisé une grande marche. 130 000 personnes à Paris pour appeler à une nouvelle République. Regardez un extrait de son discours. Écoutez-vous tous cette clameur qui monte de nos rangs. Ce son n'a pas de nom. Comme le bruit du vent dans les feuilles, comme celui de la pluie sur le pavé. Ce son n'a pas de nom, mais il est un signal, celui de la force du peuple quand il surgit dans son histoire. Mais oui, alors Eric Là, c'est ce que disait Zemmour. C'est vrai que ça renvoie a de la gueule, à déjà un oui. peu ancien. Oui. Alors, pour ou contre la 6e République de M. Mélenchon? Alors, non, la 6e République en général, parce que comme chacun a la sienne, Oui. moi je vais m'exprimer de... Benoît Hamon aussi a la sienne. Donc tu as la tienne aussi. Non, j'ai une conception, mais il n'y a pas une conception unique de la 6e République. Quand on interroge tous les tenants de la 6e République, ils ont des idées d'ailleurs parfois assez opposées. Non, ce que je constate, c'est qu'il existe dans la classe politique une opinion assez répandue, et il existe dans la population française une opinion majoritaire, c'est que la 5e République est à bout de souffle et qu'après avoir été la solution, la 5e République est devenue le problème de notre vie politique. Moi, je me rallie à cette majorité. Je suis pour une 6e République. Donc, il faut que j'explique ce que j'entends par là, puisque chacun a sa propre conception. Je suis pour un régime parlementaire
avec une dose de proportionnelle, mais pas la proportionnelle intégrale, évidemment. Je suis pour un président à l'italienne ou à l'allemande, c'est-à-dire quelqu'un avec un rôle symbolique. Il inaugure les chrysanthèmes. Et un trône. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il faut arrêter avec cette monarchie républicaine, avec un roi qu'on assoit sur le trône. Zemmour est content parce qu'il est assis. Mais enfin, quoi qu'il fasse, on ne peut plus revenir là-dessus, quels que soient les errements de sa politique. Je crois qu'il faut introduire un peu plus de citoyenneté, que les citoyens aient un peu plus de contrôle sur le pouvoir. Donc je pense vraiment qu'il est temps de changer les règles du jeu. Le 49.3 citoyen de Benoît Hamon. Après, sur les modalités de ces interventions citoyennes, c'est très très ouvert. J'ai pas de religion en la matière, mais je crois que les citoyens ont beaucoup évolué au cours des années, qu'il est maintenant temps de leur donner un rôle qui ne se limite pas à voter une fois tous les 5 ans. Éric Zemmour. Alors, je suis là, cette fois-ci, en désaccord total. Je vous explique en 2 mots. Je pense que la Ve République n'est pas le problème, comme dit Nolot. Qu'elle a été dévoyée, en quelque sorte. Exactement. La Ve République n'existe plus. Entre le quinquennat et c'est surtout le quinquennat et l'Europe qui a vidé de sa substance la souveraineté française, la Ve République n'existe plus. Qu'est-ce que c'est que la Ve République? Nolot l'a très bien dit, il a tout à fait raison, c'est une monarchie républicaine. De Gaulle dit « J'ai réglé un problème qui a 159 ans, c'est-à-dire la mort de Louis XVI. Il veut remettre un roi sur le trône, mais comme il sait qu'on ne peut plus mettre l'huile sainte et le sacre à Reims, eh ben, il remplace l'huile sainte par le suffrage universel du peuple. L'onction populaire. Exactement. C'est ça la 5e, et c'est ça qui n'existe plus à cause du quinquennat qui transforme le président non plus en monarque mais en Premier ministre. On l'a vu dès avec Sarko, qui était un Premier ministre. Et deuxièmement, ça ne marche plus à cause de l'Europe, parce que le roi, il doit être le souverain, et le souverain n'est plus à Paris, mais à Bruxelles. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas faire la 6e République, il faut revenir à la 5e. Et il y a un grand paradoxe avec Mélenchon, parce que c'est Mélenchon, entre autres, Éric a raison, il y a d'autres qui proposent la 6e République, Montebourg, Hamon, etc. Mais Mélenchon le propose avec le plus de force, alors que c'est le seul, en tout cas, si c'est pas le seul, c'est le meilleur, qui ait compris l'esprit même de la 5e République. Quand on l'écoute là, on dirait il a même des intonations à la De Gaulle. Il a compris la fusion. La 5e République, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. C'est un mélange de monarchie et de bonapartisme. Donc, alors que c'est devenu la rencontre d'un homme et d'un juge, manifestement. Merci. Ne me volez pas mes répliques. Oui, mais justement, vous me lisez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et donc, Mélenchon est un paradoxe, parce que lui, il a tout compris à la 5e République. C'est très bizarre. Et la 6e République, une dernière chose. En fait, qu'est-ce que ça sera la 6e République? Ce sera la 4e République. D'ailleurs, Nolot le dit, un président comme à l'Italie, en Allemagne, c'est-à-dire la 4e République, tu aurais pu dire comme sous la 4e. Une 6e République qui aura tiré les leçons des erreurs de Alors il faut au minimum, alors je vais aller dans ton sens, il faut au minimum dans ce cas-là, ce que Michel Debré appelait le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire 49.3 et tous les autres articles qui sont là pour verrouiller l'Assemblée. Parce que si tu supprimes, tu vois, la monarchie républicaine, et qu'en plus tu supprimes... Ah non, je suis pour des garde-fous. Ah d'accord. Non, mais je suis pas pour un minimum. D'accord, ok. Mais ils existent dans la 5e. Mais évidemment, mais on n'a pas le temps de développer. Mais parce que n'oubliez pas qu'en 58, il n'y a pas d'élection du président au suffrage universel. Et vous êtes plutôt pour le retour au septennat unique? Mais j'ai voté contre le quinquennat. D'accord. Okay. Le septennat unique dans le cadre d'une 6e République parlementaire, c'est pas... Ah non, ça n'a encore pas. Non, moi je parle de la 5e. Moi je parle de la 5e restaurée, moi. Merci beaucoup, messieurs. C'est maintenant l'heure de notre premier grand débat. Et si François Fillon était tout simplement battu dès le premier tour de l'élection présidentielle, ce serait une première dans l'histoire de la droite. Les débats télévisés peuvent-ils encore le sauver lorsque chaque mercredi apporte son lot de nouvelles affaires? Avant d'en parler avec Éric Ciotti et Jean-Daniel Lévy, voyez cette question qui fâche de Gaël Atlan. Je suis le seul à vous proposer un vrai changement pour le redressement de notre pays. Discret, voire raide, pendant la première partie du débat, François Fillon a décidé de jouer la carte de la présidentialité en invitant ses adversaires à plus de rigueur, notamment en matière d'économie.
Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron sont d'accord. Monsieur Macron, c'est pas sur quoi. Et d'accord avec quoi sur des mots qui ne veulent rien dire. On parle de salaire décent, il n'y a pas de chiffres, on ne sait pas comment on y arrive. Et il y en a. Tout ça, ça n'est pas de la réalité. Finalement, très peu interpellé sur ces affaires, François Fillon a pu déployer ses axes de campagne en éludant rapidement ses zones d'ombre. J'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas, mais j'ai l'expérience. De l'expérience pour faire oublier le reste, et cette première question, ce premier débat peut-il ouvrir un nouveau chapitre dans sa campagne? Ça a montré un François Fillon extrêmement solide. Il y a parmi les candidats qui étaient hier sur le plateau un homme d'État, un homme d'expérience, un homme solide. Cette solidité, c'est quand même un gage de présidentialité. Et là-dessus, pardonnez-moi, il n'y a pas photo. Pas photo, et pourtant le rassemblement autour de sa candidature était loin d'être évident il n'y a même pas un mois. Et il ne peut plus rester. C'est ça qui est terrible. Il faut qu'il le prenne. Depuis, il y a eu le rassemblement au Trocadéro et ce premier débat télévisé. Alors, la campagne de François Fillon, c'est enfin maintenant? François Fillon est en meeting constamment et nous tenons des réunions publiques partout en France pour expliquer pourquoi il est l'homme d'État qui est le seul à pouvoir disposer d'une majorité. François Fillon doit attaquer la campagne au pas de course. Il lui reste 32 jours pour reprendre l'avantage. D'autant plus que Pénélope Fillon devrait être entendue par les juges le 28 mars prochain. Et cette question qui fâche, François Fillon peut-il rattraper son retard? Voici Éric Ciotti et Jean-Daniel Lévy. Bonsoir messieurs, c'est par ici que ça se passe. Entrez, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Éric Ciotti, vous êtes député et président des Alpes-Maritimes et vous êtes soutien de François Fillon et vous n'avez pas varié. Bonsoir Jean-Daniel Lévy, vous êtes directeur du département politique et opinion de l'Institut Harris Interactive. Alors une question, 32 jours, est-ce que c'est suffisant pour gagner? Alors vous allez me dire non, pas du tout. Non, j'allais dire, la seule certitude que nous pouvons avoir aujourd'hui, et je ne sais pas si Jean-Daniel Lévy me démentira ou pas, c'est qu'il y a une grande incertitude. Lorsqu'à peu près un électeur sur deux, selon les enquêtes, n'a pas encore fait son choix, et lorsqu'un électeur sur deux qui dit aujourd'hui vouloir voter Macron, n'en est pas sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est possible. On a vu, même si c'était un peu différent parce que c'était à l'intérieur de notre famille politique, les mouvements très forts, très brutaux qui se sont opérés les dernières 24 heures lors des primaires. Mais les éléments de langage sont en place. Voilà. Non, mais... Mais en même temps, Jean-Daniel Lévy, il baisse, François Fillon, depuis le 30 janvier, non? Il baisse depuis le 30 janvier, mais il faut parfois, je vais le dire ici, se méfier des sondages, en tout cas de ce qu'on veut leur faire dire. C'est un sondeur qui dit. C'est-à-dire, si on dit qu'aujourd'hui, on vise à avoir la photographie que nous aurons au soir du premier tour, je pense qu'on se trompe assez nettement. Et l'histoire nous le montre. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les enquêtes qui ont été réalisées un mois avant le premier tour, il y a toujours eu un décalage entre la photographie qui a été prise parce que la campagne joue son œuvre. Et on est dans un pays qui est un pays politique où les Français aujourd'hui vont regarder les candidats, vont regarder les programmes, mais ils ne sont pas complètement entrés véritablement dans le cadre de la campagne électorale. Effectivement, Éric Ciotti le rappelle. Surtout les classes populaires. Justement, Éric, notamment les vous êtes d'accord? Notamment les classes Éric Zemmour, justement, on a un petit graphique, on s'est amusé à prendre J-32 du premier tour de la présidentielle en 2002, on a croisé des sources, et Jacques Chirac 23-25, Lionel Jospin 20-22, Jean-Marie Le Pen 10-11. À 32 jours aussi de la... 2002. En 2002, oui. Avec le cataclysme. Il y a deux choses. Je pense que si vous faisiez l'exercice sur d'autres élections, on aurait sensiblement la même chose. Et je ne savais pas que vous alliez montrer le graphique. Vous voyez que je l'avais dit avant même que vous... Ouais, non, mais il y a deux choses quand même très différentes par rapport aux années précédentes. Tout le monde répète à l'envi, et avec raison, je trouve, qu'on n'a jamais vu une campagne présidentielle pareille. Donc les comparaisons avec les précédentes me semblent un peu hasardeuses. Ensuite, politique. Jamais on a vu sur la tête d'un homme s'accumuler un tel nombre d'affaires que sur la tête de François Fillon. Ou autant d'attaques. Bah, écoutez, franchement, les dernières révélations, là, c'est la justice, c'est pas des attaques gratuites. Il se trouve que la justice... C'est pas la justice, c'est la presse. Ah non, c'est l'enquête élargie pour usage de faux. Non, c'est la justice. C'est la justice, c'est pas la presse qui l'a décrété. L'interprétation, c'est le réquisitoire supplétif, c'est la justice. Une violation du secret d'instruction à nouveau. Ça, c'est un autre débat. Répété. Le réquisitoire supplétif n'est pas une invention de la presse. Là où vous avez eu raison, c'est que jamais dans l'histoire de la Ve République, à ce moment d'une campagne, la justice n'a autant interféré dans un débat, et elle peut interférer aujourd'hui, à quelques jours,
Et tout ça avant, il n'y avait peut pas le aboutir, PNF. tout Le ça parquet peut- national financier, il a été inventé c'est peut-être après un l'affaire lien de Cahuzac. cause à effet. C'est vous qui le oui. dites, ce n'est pas moi. Mais il y a cette émission dans le débat politique pour l'élection majeure. Celle qui désigne le chef de l'État, ça ne s'est jamais vu. Et il y a cette violence, cette convergence des attaques aussi en rafale sur François Fillon, de façon très rythmée et de façon unique. Il n'y a que lui qui est ciblé. Est-ce que c'est une convergence d'attaques ou est-ce que c'est une convergence de comportements douteux de la part de votre candidat? Tout le C'est débat est une là. convergence d'attaques, très clairement. Qui n'ont aucun fondement, selon vous? Qui n'ont. François Fillon a dit les choses, il a proclamé Sur les derniers développements, le fait qu'il joue les intermédiaires, un homme d'affaires libanais. Il n'y a pas de nouveau développement. C'est toujours la même affaire qu'on tire, que l'on développe. Si vous voulez débattre une bonne fois, tout ça était toujours sur la table. Les nouveaux développements concernent... Tout ça était déjà dans la presse. On développe. Je trouve que c'est extrêmement choquant. Moi, j'ai un sentiment global aujourd'hui que cette campagne est volée et c'est un vrai problème démocratique. C'est un problème démocratique. Comme je le disais, les éléments de langage sont en place. Il y ait cette instruction dans la presse aujourd'hui à 4 semaines du premier tour. Ça ne s'est jamais vu sur la Ve République. Je vous pose la question à vous deux. Est-ce que François Fillon, avec tout ce qui pèse sur sa tête, peut encore espérer l'emporter? C'est même plus une question politique, c'est une question morale. Est-ce qu'il y aura au premier tour, il peut y avoir au premier tour suffisamment de Français qui fassent abstraction de tout ce qui tourne autour de François Fillon? Ceux qui déclarent voter pour François Fillon en font aujourd'hui abstraction. Quand vous prenez la première motivation de vote lors de la primaire à l'égard de François Fillon, c'était l'honnêteté. Aujourd'hui, quand vous prenez la hiérarchie des motivations de vote, elle arrive en 11e position. Donc il y a une vraie évolution. Et quand on interroge les électeurs qui aujourd'hui déclarent qu'ils ont l'intention de voter pour François Fillon, ils nous disent deux choses. Soit il y a aujourd'hui la perception d'une collusion d'intérêts qui vise à faire en sorte que François Fillon ne soit pas en situation de se présenter. Et puis la moitié de l'électorat qui dit on pense que François Fillon n'est pas véritablement honnête. On croit dans les différentes révélations qui ont été faites dans la presse, mais en fait, on va le porter par profit parce qu'on veut notre revanche sur l'élection présidentielle de 2012. L'alternance, c'est le programme. Donc, et là, aujourd'hui, première motivation de vote, c'est le programme, c'est prendre la revanche sur 2012, et puis également parce qu'en fait, une élection, ça n'est pas uniquement un candidat, mais c'est également d'autres candidats. C'est comment réagissent aujourd'hui les électeurs de droite qui se portent, et en tout cas qui ont l'intention de voter pour Emmanuel Macron, mais qui n'ont pas complètement fait le deuil d'un vote en faveur de François Fillon. Et le jeu peut encore évoluer au cours des 30 prochains mois. Moi, j'aimerais faire une synthèse dans votre discussion, parce que moi, je serais d'accord avec Ciotti pour dire que on a déjà eu cette conversation, Ciotti. Je parle de coup d'État médiatico-judiciaire, qui vient de loin d'ailleurs, parce que ça fait très longtemps que les juges et les médias tentent de prendre la main et réussissent souvent à prendre la main sur la vie politique et sur la politique du pays, au nom de la morale, des droits de l'homme, etc. Vous savez, j'ai écrit un livre il y a 20 ans qui s'appelait Le coup d'État des juges. Donc c'est une histoire que je suis depuis très longtemps et je pense qu'il y a un vrai... L'état de droit, hein. Non, l'état de droit, c'est pas ça. Mais c'est une autre discussion. Oui. Moi, j'appelle ça le gouvernement des juges. Mais c'est une discussion séculaire dans l'histoire de France qui remonte même à avant la monarchie. C'est une autre discussion. Mais en tout cas, pour vous dire que moi, je vais dans ce sens. Le débat est là. Maintenant, il y a une deuxième question. Notre sondeur préféré le dit très bien. C'est-à-dire que, en fait, Nolo, tu confonds, si je puis me permettre, l'élection présidentielle avec l'examen pour rentrer dans un monastère. Ce n'est pas un examen moral. Ça, c'est un argument. Non, mais il y a deux conceptions. Il y a la conception puritaine, plutôt anglo-saxonne ou pays du Nord encore plus, qui mêle la politique et la morale. C'est pas une insulte. Non, mais attends. On est loin de la Suède. Hein. Attends, laisse-moi finir. En Suède, Fillon aurait déjà abandonné depuis mais je suis d'accord. Pour deux barres mais de la tradition. Mais attendez. Mais la France pense que la politique. Nous sommes un peuple machiavélien. Nous ne sommes pas un peuple moraliste. Nous ne sommes pas un peuple kantien. Nous sommes un peuple... Oui, la politique doit être distinguée de la morale. L'état de droit n'est pas machiavélien. Non. L'état de droit, c'est la légalité. Ne mélange pas la moralité et la légalité. C'est encore autre chose.
Excuse-moi, il aura des non-lieux. On en reparle dans 6 mois. Il aura des non-lieux. Ne me parle pas de la justice. Tout ça, c'est un truc qu'on montré. Donc, est-ce que la présidentielle, c'est un examen de morale ou est-ce que c'est un examen politique? Je pense qu'on ne sait plus aujourd'hui. C'est ça notre problème, d'après moi. Je pense qu'il y a 30 ans, Fillon aurait quand même été élu. De toute façon, les juges n'auraient jamais osé faire ce qu'ils ont fait. Bah oui. Mais pendant la campagne présidentielle, je parle. Mais aujourd'hui, on ne sait plus. Mais il faudrait se poser la question, et je finis là-dessus. Est-ce que les politiques ne sont pas aussi responsables de cette confusion entre morale et politique? Je veux dire, est-ce que les Français n'ont pas l'impression que de toute façon, ils ne défendent plus le pays, la nation, l'intégrité de son être, et que du coup, autant dans ce cas-là, qu'ils soient simplement moraux, qui mettent pas les doigts dans le pot à confiture? Moi, je n'irai pas sur ce terrain. Je crois qu'aujourd'hui, en effet, il y a cette confusion. On parle de morale, mais quels sont les critères de la morale? Il y a le droit. Il y a la légalité. C'est morale, c'est une question légale. François Fillon l'a dit, et moi je lui fais confiance. Moi, je ne suis pas avocat, vous n'êtes pas juge ni procureur, monsieur Nolot. Donc, pas cette ambition. Il a des conseils, il y a une instruction. Moi, ce que je déplore à ce stade, c'est qu'on est en rupture avec un des usages fondamentaux au plan juridique et institutionnel de la Ve République, c'est qu'il y avait une forme de trêve. C'était un usage, et l'usage est une source de droit et de jurisprudence en matière de droit. Mais vous pensez qu'il peut y avoir qu'une instruction à charge jusqu'à la veille du premier tour, jusqu'au soir du premier tour? L'instruction est à charge le jour même, et qu'après, comme le dit Éric Zemmour, dans les mois qui viennent, tout ça va aboutir sur un non-lieu, et on aura déstabilisé une élection présidentielle. On aura permis qu'un système perdure, parce que Jean-Daniel Lévy, est-ce que les temps n'ont pas changé? C'est que le système socialiste risque de se sauver. C'est l'objectif de tout ça. Avec M. Macron, qui n'est que le substitut de M. Hollande. C'est l'héritier de M. Hollande. C'est la brebis d'Oli de M. Hollande, Macron. Donc c'est un autre débat. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça ne s'est pas rigidifié un peu après l'affaire Cahuzac, après l'affaire Thévenoud, après l'affaire des chaussures de notre ami Aquilino Morel, et que les Français ont... Bruno Leroux. Alors Bruno Leroux, on va y venir, mais est-ce que... Depuis de très nombreuses années, nous sommes face à des Français qui disent on veut des responsables politiques qui sont honnêtes. C'est ce que il y avait jusqu'à présent c'est la moindre des choses. Il y avait jusqu'à présent une forme de déconnexion beaucoup plus complexe que ce qu'ils pouvaient dire dans les enquêtes et leur pratique en tant qu'électeurs. Voilà. C'est-à-dire que ça ne les a pas empêchés de voter localement pour des candidats qui étaient des candidats soit qui avaient des forts soupçons, soit qui avaient été condamnés. Vous faites par exemple référence aux Balkany Par exemple, c'est le premier exemple qui vient à l'esprit. Les Balkany sont réélus à chaque fois brillamment. Et de manière assez nette. On peut même rappeler que Jacques Chirac en 2002 avait un soupçon concernant son honnêteté. On a oublié en fait, mais la cassette mairie, etc. Enfin, c'est quand même pas rien à cette époque-là. Il a fait globalement le même score au premier tour qu'il a toujours fait à chaque élection présidentielle depuis 1981. Donc ces doutes, ils existent et jusqu'à présent, ils ne se traduisaient pas politiquement. Si vous prenez la situation aujourd'hui, il y a deux candidats qui ont des soupçons, en tout cas qui ont des ennuis judiciaires. Marine Le Pen d'un côté, François Fillon de l'autre. Comme par hasard. Marine Le Pen, je ne veux pas entrer sur ce terrain-là. Marine Le Pen ne souffre absolument pas d'un point de vue d'opinion aujourd'hui de cette convocation par les juges, convocation auquel elle refuse de se rendre. Pourquoi? Également parce qu'elle n'a jamais placé la question de la morale ou la question de l'honnêteté comme étant au centre de son action. Et la raison pour laquelle aujourd'hui François Fillon rencontre cette difficulté, c'est que ça avait été une des dimensions sur lesquelles il avait dit « votez pour moi ». Parce que je suis un candidat qui porte l'honnêteté, la référence qui a été faite tout à l'heure au général de Gaulle, mais également la différence et avec Nicolas Sarkozy et avec Alain Juppé qui ont eu des démêlés différents avec la justice. Donc c'est quels sont les enjeux qui sont portés et aujourd'hui, pour boucler la boucle, pourquoi malgré tout nous avons entre 17 et 20% des électeurs qui déclarent voter pour François Fillon, c'est parce qu'ils mettent de côté cette dimension de morale, mais qu'ils vont sur le projet politique à en parler. Je reviens sur la dernière intervention de M. Ciotti parce que les bras m'en sont tombés. J'entends dans ce que vous dites, et encore plus, quand même curieux dans ce que dit Éric Zemmour, que la tolérance zéro que vous réclamez l'un et l'autre, en fait, ne s'adresse pas aux politiques. C'est-à-dire que... Je n'ai absolument pas dit ça. C'est-à-dire qu'il faut être de la plus grande sévérité envers les voyous, et là nous serons d'accord, mais en revanche, vous êtes jusqu'à réclamer une trêve judiciaire
pour les hommes politiques. C'est-à-dire qu'il y a un statut d'exception pour les hommes politiques. C'est absolument pas... Mais c'est exactement ce que vous avez dit. Non, c'est absolument pas Vous dites qu'il y a une tradition. Je ne sais pas où vous l'avez pioché, cette tradition, parce qu'elle n'est pas dans les textes, en tout cas. Quand on parle de tradition, c'est pas dans les textes, en général. Oui, mais la loi, c'est pas une tradition, ce sont des textes. Vous le savez très bien, ne feignez pas d'ignorer ce que je dis. Il y avait une forme de tradition de dire pendant le mois ou les dernières semaines avant une campagne, un juge, pourquoi ne se mêle pas d'une campagne électorale. Pourquoi? Parce que c'est lui donner un pouvoir. Monsieur Leroux s'est fait éjecter en 24 heures pendant une campagne. Et alors, mais écoute ce qu'il te dit. Le juge n'a pas à venir dans une campagne électorale. C'est scandaleux. Dicter, d'influencer des millions d'électeurs. Voilà, François Fillon a une légitimité, c'est celle de la primaire. Il a une légitimité, il a aussi une responsabilité devant la loi. Il y a une information, mais bien sûr, il y a une information judiciaire. Elle doit aller à son terme, de façon équilibrée, sereine, sans que les éléments qui sont dans le dossier se retrouvent immédiatement dans le monde par l'intermédiaire de M. Davé et de M. Lhomme. C'est la première fois que ça arrive. Chaque jour. Ça arrive à chaque oui, mais c'est un scandale absolu. Ah bah oui. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Dommage que vous ne l'ayez pas dénoncé. Est-ce que vous pensez que c'est normal et qu'à la sortie tout ça débouche sur rien? C'est ce que j'ai dit. Comme l'affaire Bettencourt, ça débouchera sur comme les affaires qui ont attaqué Nicolas Sarkozy. Absolument. Et dont on ne parle plus aujourd'hui parce que il est plus dans le jeu politique, donc on n'est plus ici. Donc comme les Français sont lucides. Comme François Baroin ce matin, vous pensez que Bruno Le Roux n'aurait pas dû démissionner, qu'il y a la présomption d'innocence? C'est son choix, c'est sa responsabilité. C'est pas un cadeau Il dépend. Moi, je pense que oui. Il dépend de la légitimité du président de la République. Bruno Le Roux, il est nommé par le président de la République et par le Premier ministre, vraisemblablement, parce que tout ça est un scénario, le président de la République est sans doute un peu pour instrumentaliser la situation politique pour aider son ami Macron, lui a sans doute demandé de démissionner. C'est son choix. Pas tout réduire à ça. Moi, je m'en mêle pas. La vérité. Mais François Fillon, il a une légitimité électorale. Il a été désigné par plusieurs millions d'électeurs. Il a proclamé et il a indiqué qu'il n'avait rien à se reprocher dans ce dossier, que sa femme avait travaillé. Il a donné des éléments. Mais non, c'est à l'instruction de le dire. Moi, ce que je conteste, c'est qu'on aille tellement loin dans le calendrier électoral qu'il n'y ait qu'un élément rien ne vous gêne dans cette accumulation il y a eu des questions, bien entendu, mais moi ce qui me gêne aujourd'hui, vous posez des questions encore? C'est cette forme d'acharnement, ce scénario qui est orchestré avec ce teasing jusqu'au dernier jour. Le canard enchaîné travaille pour l'Élysée. Jusqu'au dernier jour. Travaille pour Macron. Il travaille très clairement. Ah bah oui, objectivement oui. Ah bah oui. C'est évident. Il travaille à abattre François Fillon. Évidemment. Donc à la sortie, ça va profiter à qui? Ça va profiter. Le canard enchaîné ne s'est pas attaqué à d'autres hommes politiques que François Fillon par le passé. Vous avez raison. Aujourd'hui, la cible. Mais c'est pas le canard enchaîné que j'attaque. Ah bon? Il a forcément des sources. Il a forcément des sources, on sait très bien. Zemmour dit que oui, ils sont instrumentalisés. Mais évidemment qu'ils sont instrumentalisés, mais volontairement instrumentalisés. Vous savez mieux que moi que tout ça, le canard enchaîné, c'est le réceptacle de gens qui lui apportent des informations. Ah oui, ça va. D'où ces informations viennent? À qui profitent ces informations? Pourquoi elles sortent avec ce rythme, avec ce calendrier? Enfin, oui, mais ça, cette théorie du complot. C'est ce que j'allais, exactement ce que j'allais dire. Non, cette théorie du complot. On a commencé l'émission. Justement, j'aimerais beaucoup. Et on n'a jamais parlé. Mais non, parce qu'on voilà, c'est ce que j'allais dire. Pourtant, lundi soir. Ah oui, il y en a marre de parler de ça. Cette théorie du complot. Vous devriez vous poser la question. Il n'y a pas de théorie du complot. Cette théorie du complot, quand tu vois l'affaire Leroux, le cas est réglé en 20 heures. Elle tombe. Et à juste titre. C'est pas parce qu'on essaye de comprendre qui est derrière qu'il y a une théorie du complot. Il faut arrêter avec ça. Et vous assumez des vérités avec peu de preuves. Alors, parce que quand vous regardez l'audience du débat de TF1 lundi soir, qui était un débat de grande qualité, ça n'a pas plu à certains commentateurs parce que ce n'était pas leur pratique habituelle. On est allé au fond, on a parlé des programmes, 11 millions et demi de téléspectateurs. En pointe. Ça veut dire jusqu'à minuit et demi. Oui, on a parlé de tous les problèmes. Oui, mais et c'était un débat de qualité et sans que les commentateurs n'expriment leur opinion personnelle, comme ça avait été le cas dans le débat de la primaire, où il y avait eu des attaques en rafale contre Nicolas Sarkozy et contre lui seul. Parce que c'était à l'époque la cible. Désormais, la cible, c'est François Fillon. Pas de chance dans vos soutiens. Oui, vraiment. Mais en tout cas, moi, ce que je dis aujourd'hui, revenons au fond. Revenons au fond, ce que veulent les Français. Et ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de confisquer le débat politique.
on est en train de confisquer la campagne électorale pour ne pas parler au fond. Et il va y avoir un réveil très douloureux. Parce que si M. Macron devient président de la République, est-ce qu'il aura deux questions simples? Est-ce qu'il a la stature pour être président de la République? On a déjà payé le prix au plus fort avec François Hollande en répondant négatif, en se rendant compte après qu'il n'avait pas la stature. Vous pensez que la légitimité ne s'oppose pas dans le cas de M. Fillon s'il y arrive à la présidence? Et quelle majorité pour gouverner? Monsieur Ciotti, moi je voudrais justement, effectivement, parce que on n'est pas d'accord et ça fait plusieurs semaines que ça dure. Donc, jamais d'accord. En tout cas sur ce sujet-là, mais sur le fond, parce que d'abord, moi j'ai trouvé aussi que le débat était intéressant, même si j'ai trouvé qu'il y avait trop de sujets et qu'on survolait. J'aurais préféré qu'on réduise le nombre de sujets et qu'on puisse approfondir un peu, mais ça c'est un autre sujet, c'est le cas de le dire. J'ai trouvé François Fillon très en dedans, ne lâchant ses coups qu'à partir de 22h30. J'ai regardé ma montre. Donc manifestement, ces affaires pèsent même sur lui et l'inhibent. Il était sans doute persuadé qu'il allait être attaqué là-dessus et du coup les attaques ne sont jamais venues. Et enfin sur le fond. Pourquoi les attaques doivent venir? Non, mais je ne sais pas. C'est pas sa nature. Mais je ne sais pas. J'ai eu l'impression que... pas dans l'attaque. Non, mais j'ai eu l'impression qu'il était vraiment retenu et qu'il n'a commencé à vraiment débattre avec les autres qu'à partir de 22h30. Mais peu importe. Sur le fond, moi je considère, mais vous allez me dire peut-être que je me trompe, que en fait la dégringolade de François Fillon a commencé avant les affaires. Et que c'est pas des sondages, hein, que vous voyez, c'est une impression politique. Non, mais c'est vrai. Mais ça s'est vu dans les enquêtes. Ah bon, bah très bien. J'en suis ravi parce que moi je fonctionne pas comme ça. J'essaie d'aller confirmer ou infirmer mes intuitions par les sondages. Je fais pas l'inverse. Donc c'est pour ça que, en l'occurrence, je pense que la querelle sur la sécurité sociale, sur les mutuelles, a été un coup de tonnerre dans un ciel serein et qui donnait normalement, qui aurait dû donner un avertissement majeur à Fillon et aux autres, c'est-à-dire que l'électorat de la primaire est complètement faussé par rapport à l'électorat français. Et que la victoire de Fillon, qui est indiscutable, s'est faite pour se débarrasser de Sarko et de Juppé, mais qu'il ne donnait pas, contrairement à ce que Fillon a cru, quitus pour son programme. En tout cas, pas dans l'électorat de droite, considéré massivement, et pas les 4 millions qui avaient voté. Moi, je pense que bien avant les affaires, il avait déjà là un trou dans sa carcasse qui ne demandait qu'à s'élargir. Vous confirmez ce que dit Éric Zemmour, Jean-Daniel Lévy? Vous l'aviez perçu, vous? Vous l'avez très clairement identifié. Alors, je ne parlerai pas d'effondrement, mais je parlerai de baisse. Ah non, je n'ai pas dit effondrement. Baisse nette des intentions de vote en faveur de François Fillon, autour d'une question qui est quel est notre socle de solidarité? Et avec la perception que la sécurité sociale, ça ne fonctionne pas, ça c'est absolument certain et perçu de la part des Français, mais en même temps, il faut tout faire pour sauvegarder ce qui apparaît comme étant un commun, ou en tout cas une partie de ce qu'est notre nation, ou la définition de ce qu'être français dans la société française, et notamment les catégories populaires qui effectivement ne sont pas déplacées dans le cadre de la primaire, mais ce n'est pas que le cadre de la primaire de la droite et du centre, c'est le cas de toutes les primaires, c'est-à-dire la primaire de 2011 à gauche, comme la primaire de début 2017 à gauche, c'était le cas également. C'est également en général des catégories plutôt âgées, plutôt... c'est le suffrage censitaire, la primaire. Qui vont voter, enfin, en tout cas, tout le monde a la possibilité de pouvoir voter, mais bien sûr, il y a des catégories qui, plus que les autres, sont impliquées ou se sentent légitimes à pouvoir intervenir dans une nouvelle modalité de prise de parole. La primaire n'était pas exactement l'électorat. Et qu'il y a eu ce trouble, notamment autour d'une question, c'est sur une question aussi simple que le rhume va-t-il ou pas être remboursé et à partir de quel moment peut-on carrer le rhume? Ça a eu des effets qui ont été des effets considérables, notamment auprès de l'électorat droite. Et c'est vrai que les affaires à caractère judiciaire ont eu une résonance d'autant plus importante qu'il y avait un élément de fragilisation du socle électoral de François Fillon préexistant. Pour une fois que je suis d'accord avec un sondeur. C'est l'irénisme, cette émission. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus sur ce plateau. Merci Éric Ciotti. Merci Jean-Daniel Lévy. C'est maintenant l'heure d'accueillir l'éternel jeune premier de l'émission, celui qui fait battre le cœur de la France, Tanguy Pastian. Tanguy. On va prendre ça pour un soutien, c'est un peu survendu quand même. Non mais pas du tout survendu, mais vous connaissez le principe, vous nous faites le coup du Pastorius interruptus, c'est-à-dire qu'on croit que c'est à vous, mais en fait c'est la pub. Voilà.
De retour sur le plateau de l'émission, Zéno annonce, c'est l'heure de Tanguy Pastoreau et de sa semaine folle. Et cette semaine, les 5 gros candidats à la présidentielle ont débattu sur TF1. Alors Fillon a dit aux autres, regardez mes mocassins, ils coûtent 80 000 € pièce plus 8 000 pour les glands. C'est un ami qui me les a offerts. Gilles Boulot a dit à Hamon, bonjour petit, tu es notre nouveau stagiaire. L'autre a répondu non, je suis candidat. Une dame a fait de la peinture corporelle sur Marine Le Pen, un peu comme au Club Med, mais sans la poitrine. Enfin, ils se sont tous alignés en rang d'oignon, mais il n'y avait pas de boule de bowling, donc personne n'a pu jouer. Quel gâchis. Cette semaine, Emmanuel Macron a rencontré Merkel, qui lui a donné sa feuille de route pour les 5 ans si jamais il est élu. Puis il a fait de la télé avec des enfants. Alors pour le distinguer, Macron, c'est celui qui fait plus jeune que les autres. Les enfants ont ensuite accueilli Fillon, lequel leur a dit, les cocos à la maison, mes gosses me reversent 70% de tout ce qu'ils ont. Ici, c'est pareil. Il est reparti avec 14 petits pimous, un sticker de Matt Pokora, une capote servant de bombe à eau et une figurine de l'âne Trotro. Cette semaine, Bernard Cazeneuve a posé la première pierre d'une fac. Puis il a posé la première pierre d'un pôle de service public. On l'arrête plus, il construit comme un castor. Ça, là, regardez, c'est ce qu'il a fait depuis lundi. S'appeler Cazeneuve et construire des maisons, c'était logique. Cette semaine, François Hollande a décoré Michel Bouquet. Mitterrand avait mis sur écoute Carole Bouquet. Les socialistes et les bouquets, c'est une longue histoire. Alors il a remis à la femme de Bouquet un bouquet. Il se lance dans le gag visuel. Hollande, c'est Charlot. Heureusement qu'il n'a pas décoré Jean-Frédéric Poisson parce qu'il lui sortait 2 filets de merlan qui puent juste pour la vanne. Hollande a aussi décoré Claude Brasseur, dont on ne sait pas s'il est fan de Hamon ou s'il a le cœur en train de le lâcher. Puis William et Kate, persuadés d'être à côté de la réincarnation de Benny Hill. Hollande a aussi visité Chambord. Il a dit, dis donc, il a bien bossé, Cazeneuve, le bâtiment est magnifique. Puis, il a pris un bain de foule, parce que tout le monde l'adore depuis qu'il a annoncé qu'il arrêtait, alors qu'il n'a jamais commencé. Quand il voit Hollande, les gens pleurent. Ça fait ça depuis 5 ans, d'ailleurs. Puis, des jeunes filles se sont collées à lui. C'est le seul mec à avoir le physique de Guy Mollet et l'existence d'Enrique Iglesias. Un enfant lui a dit, tu veux pas me faire une petite sœur, s'il te plaît, maman t'attend, elle est d'accord. Hollande a même croisé Jean-Louis Borloo, qui lui a fait un câlin. C'est une idole. Cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan a quitté avec fracas le JT de TF1. Ensuite, la vidéo a été vue 11 millions de fois. 11 millions de gens l'ont vu sortir. Il a la carrière de Rocco Siffredi. Puis, comme il n'était pas invité au débat, il est allé à Touche pas à mon poste, où il a vu Hanouna déguisée en fleurs. Encore 2 comme ça faisait un bouquet et Hollande le décorait. Le livre de Dupont-Aignan qui raconte ce qu'il fera quand il sera président est classé au rayon science-fiction à côté des BD Star Wars. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a défilé pour la 6e République. 12 ans qui réclame la 6e et on est toujours à la 5e. Enfin, si c'est Mélenchon qui était à la tête d'Apple, on en serait toujours à l'iPhone 1. Avec lui, il y avait Guy Bedos, regardez, tout en cuir. Quand il rentre comme ça chez But, on le range avec les canapés. Et Marie-Georges Buffet, sortie du placard. Bref, c'était pas une manif, c'était un salon des antiquaires. Cette semaine, François Asselineau, le candidat qui a l'air de vouloir mordre ses électeurs, a fait un meeting qui a duré 3h20. Il sait qu'il n'y en aura pas 2, donc il a tout donné. Le pire, c'est son slogan, regardez, c'est « Gagnons du temps ». Alors tous les gens, 27, qui ont crié Asselineau président, ont bien sûr été hospitalisés en psychiatrie. Cette semaine, le collectif Les étudiants avec Fillon a dévoilé son slogan « Faire enfin, faire vraiment ». Si Fillon échoue, ils pourront vendre les visuels au pruneau d'Agen, ça marche aussi. Cette semaine, lors du dîner des journalistes de France 3, c'est Aurélie Sanchez qui a perdu son bout de pain dans la fondue. Elle a donc reçu un gage atroce qui était d'aller interviewer Jacques Cheminade. Elle n'a bien sûr pas survécu, c'est un jeu cruel. Cette semaine, Jean-Yves Le Drian a visité un hôpital. On lui a dit « Bonjour monsieur, vous venez pour une hypoglycémie ?» Il lui a répondu « Non, 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 tout va bien. » Puis il a observé le bilan du quinquennat Hollande, mais n'a rien trouvé. Cette semaine, Ségolène Royal était en Guyane, où elle a joué dans le remake de La Croisière s'amuse, déguisée en tableau d'art abstrait. On aurait dit qu'un arc-en-ciel lui était tombé dessus. Puis elle a croisé un chef de tribu avec des plumes, qui n'était pas confiné malgré la grippe aviaire. C'est la première fois de l'histoire que Royal était la plus sobre niveau fringue. Elle a licencié sa styliste, Valérie Damido. Cette semaine, Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux anonyme, est allé à Tahiti glandouiller, travailler. Les Tahitiens l'ont vu arriver, l'air sombre et livide. Ils se sont dit, bon Dieu, il est décédé dans l'avion. Ils lui ont posé directement la couronne mortuaire dessus. Voilà.
Ensuite, avec un copain, ils s'y sont pris à deux pour masturber un tiki. Et là, les Tahitiens ont réalisé qu'ils avaient du surplus de fleurs. Donc ils ont tout mis sur Urvoas, 27 kilos de verdure. Même dans une vitrine Interflora, il y a moins de choix. Hollande a demandé à ce qu'Urvoas revienne à Paris afin de l'offrir à Michel Boucabi. Enfin, Fillon a eu des soucis en employant ses enfants. Bruno Le Roux a eu des soucis en employant ses enfants. Mon conseil politique pour éviter les problèmes, évitez les enfants. Hein, ne vous reproduisez pas. Ceci est votre sésame pour la tranquillité. Voilà, je l'offre à Éric Zemmour et Éric Nolot qui feront l'amour avec qui ils veulent dans le public plus tard. Bref, quelle belle semaine ça a été. Merci beaucoup. Tanguy Pachereau. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent vous crier leur amour avec le hashtag ZenPP. Et c'est maintenant l'heure de notre nouvelle invitée politique. Merci encore, messieurs. Jingle. C'est un proche de François Hollande. Il a été très discret après le renoncement du président et la victoire de Benoît Hamon à la primaire. Que pense Julien Drey du candidat du PS avant de l'accueillir? Regardez un extrait du grand meeting de Benoît Hamon dimanche dernier à Bercy. Il parle même de vous, Éric Zemmour. Moi, je ne confonds pas la révolution et la restauration. Je ne confonds pas les communards et les Versaillais. Je ne confonds pas Barès et Zola. En temps de crise, la clarté est plus que jamais nécessaire. Nous avons trop cédé de terrain aux déclinistes, aux réactionnaires, aux tenants du repli, du rejet, comme si l'on pouvait confondre Zemmour et Césaire. Bonsoir Julien Drey. Alors vous aurez noté le petit tacle Zemmour, on en parlera tout de suite. Un tacle incompréhensible. Un tacle incompréhensible. Pas confondre Zemmour et Césaire, c'est pour l'allitération. C'est pour la poésie. Ouais. C'est pour la poésie. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Vous de dire que Zemmour n'est pas un poète. Ah, mais ça, on n'avait pas besoin de savoir. Alors, je reprends. C'est un grand poète. Oui, les poètes, bonsoir. Donc, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste et vous êtes surtout un très proche de François Hollande. Étiez-vous à Bercy dimanche? Oui, comme nombreux militantes et militants ou sympathisants qui étaient là, oui. C'était un moment important de la campagne. On savait que ce meeting devait redonner de l'air à la campagne de Benoît Hamon. Et il l'a fait d'ailleurs, parce qu'il y avait une véritable ambiance, une dynamique et un discours qui a marqué, je crois. Donc vous soutenez Benoît Hamon? J'ai participé, comme beaucoup, à la primaire. Je suis dirigeant du Parti socialiste. Quand une décision est prise, on la respecte, oui, et on milite à sa place, parce que bon, il y a des moments où on est devant, des moments où on est moins devant. On la respecte, vous la respectez, mais enfin c'est pas la règle au PS apparemment. C'est ça le problème d'ailleurs. Enfin moi je la respecte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats, ça veut dire qu'il y a des divergences qui peuvent s'exprimer à un moment donné. Vous voyez que la primaire servait à trancher justement les débats. Oui, mais après il y a le déroulement d'une campagne. Et dans le déroulement d'une campagne, on a des appréciations sur la manière dont les choses se passent. Sur la manière ou sur la ligne en fait? La manière, c'est la ligne. Bon, pas tout à fait la même chose. La ligne est connue depuis les primaires. Non, après, il y a des angles d'attaque et la manière dont on met, je dirais, le projecteur sur tel ou tel aspect des choses. Bon, après, il y a ce qu'on appelle, en termes crus, la tactique électorale, quoi. Enfin, on a un peu quand même l'impression, pour que je m'exprime un peu plus directement, que la victoire de Hamon à la primaire ne passe pas dans une partie de la gauche, la gauche valsienne, valsiste, je ne sais pas comment il faut dire, quel adjectif utiliser. Et qu'on ne peut pas dire que les soutiens, même vous avez mis un peu de temps quand même à manifester votre soutien, mais on ne peut pas dire que les éléphants du PS ou les gens importants au PS se bousculent autour de Benoît Hamon, quoi. Les choses sont claires. Moi, j'étais un de ceux, peut-être un des rares, qui souhaitait la candidature de François Hollande, une deuxième candidature. À partir du moment où les choses ne sont pas passées, moi j'ai donné mon sentiment dans la primaire, d'ailleurs j'avais voté pour Vincent Peillon, je ne l'ai pas caché, mais j'estimais que ce n'était pas à moi d'être en première ligne. C'est la même chose qui s'était passé dans d'autres élections présidentielles, où ceux qui n'étaient pas les soutiens premiers, bon voilà, donc après on est raisonnable et responsable, on laisse ceux qui sont en première ligne et qui sont les principaux soutiens, à ce moment-là, le faire. Après si on vous demande... Écoutez, moi, c'est très simple. Si on me demande... la tradition au PS, quand même. Non, il y a eu il y a eu des oppositions aussi rudes, qui, une fois qu'elles avaient été tranchées, alors c'était pas dans le cadre de la primaire, évidemment, ensuite donnaient l'impression que tout le monde marchait du même pas. Là, c'est pas du tout l'impression que ça donne. Alors, c'est d'ailleurs la remarque que j'ai faite en début de semaine. J'ai dit, quand on gagne la primaire, celui qui gagne la primaire, celui qui gagne, il a
paradoxalement plus de devoirs que de droits. Et plus de devoirs, ça veut dire qu'il a le devoir de rassembler tout le monde. Après, si on vous téléphone pas, on vous demande pas de faire votre travail, je vais pas moi improviser mon travail, parce que sinon après on va me dire ah ben non, il fallait pas le faire comme ça ou comme ci. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai dit après le meeting, parce que je voulais pas que ça porte atteinte à la préparation du meeting. Mais moi, mon sentiment, c'est qu'il y a un devoir de rassemblement de la famille socialiste. Et dans le devoir de rassemblement, ça a été fait dimanche d'ailleurs. Il y avait, d'après moi, la nécessité de défendre le travail qui est effectué. On peut être critique sur la gestion de François Hollande, mais si on est tout en rupture, à un moment donné, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont participé à l'exercice du pouvoir qui se sentent en situation difficile. Vous ne pouvez pas me demander à moi de défendre des choses auxquelles je ne crois pas. Voilà. Julien Drey, il y a quelque chose. Il y a quand même une contradiction dans cette histoire. Il y a toujours des contradictions. Non, mais là, il y a une contradiction qui me choque et qui, je pense, est à la source des difficultés de Benoît Hamon. Vous dites très pertinemment, quand on a un président sortant, même s'il ne se représente pas, ce qui est un cas unique dans l'histoire, puisque à part la mort de Pompidou et le départ du général de Gaulle, ils sont toujours représentés. Donc c'est une première dans l'histoire, vous êtes d'accord? C'est une première dans l'histoire, la 5e. Voilà, on est d'accord. Donc il faudrait prendre en partie le bilan de François Hollande. Je dis bien en partie, j'ai bien entendu vos limites. Sauf que Benoît Hamon a été élu, a gagné la primaire contre Valls, justement parce que Valls incarnait ce que vous dites, c'est-à-dire quelqu'un qui gardait une partie, et pour cause, du bilan de François Hollande. Donc il est très difficile d'avoir gagné la primaire. C'est la perversité profonde de cette primaire. On le voit avec Fillon, c'est notre discussion qui a eu lieu là sur la sécurité sociale, etc. C'est la perversité profonde de cette primaire. C'est qu'il est vainqueur parce que il s'oppose à Hollande et après il doit dire ah oui mais finalement Hollande c'est pas si mal. Tout ça en 48 heures. Si vous êtes vainqueur, vous représentez 55%, il y a 45% qui n'ont pas voté. Bien sûr. Donc vous avez vocation à représenter toute J'ai la bien famille. compris. Vous n'êtes pas le représentant que des 55%. J'ai bien compris, mais donc il est amené, c'est normal, à faire ce qu'on doit faire dans ce moment-là, c'est-à-dire à prendre en considération. Vous inversez les rapports de force. C'est ce que j'allais vous dire. Vous inversez les rapports de force, mais à prendre en considération. On va dire qu'il se renie. Mais non. Reconnaissez que c'est pas simple. Oui, rien n'est simple dans. Non, mais je veux dire. Je pense qu'on peut. D'ailleurs, il l'a fait dimanche. Oui. Il l'a fait dimanche. On peut dire dans ce qu'avait appelé à l'époque Lionel Jospin le devoir d'inventaire. On peut avoir un devoir d'inventaire sur le quinquennat de François Hollande sans dire tout est mauvais, tout a été nul et j'en ai honte. Non, moi j'en ai pas honte. Il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord, des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Il y a un bilan plus contrasté que je ne le dis parfois et je pense d'ailleurs que les mois passant, les choses sont en train de se clarifier. Mais voilà, il faut le faire comme ça. Alors justement, on va avancer sur la campagne. On a ce qu'Éric Zemmour a mis la nuit à préparer, c'est-à-dire notre petit questionnaire à choix multiples, et on va vous le proposer dès maintenant. Jingle. Alors, la gauche pourrait remporter la présidentielle si Benoît Hamon soutenait la candidature de Jean-Luc Mélenchon et se retirait, si Jean-Luc Mélenchon soutenait la candidature de Benoît Hamon et se retirait, ou quand les poules auront des dents. Je fais les uns, les deux. Oui. Je pense que c'est pas à moi de dire l'un ou l'autre doit se retirer. Je pense qu'on a perdu du temps après la primaire en ne menant pas une bataille publique sur le rassemblement de la gauche. On a consacré beaucoup de temps à une personne qui n'était pas très connue, qui s'appelait M. Jadot, pour un accord discutable, alors que la vraie question qui était posée, c'est effectivement la division de la gauche entre deux grands courants, le courant réformiste qui incarne le Parti socialiste et un courant plus radical qu'essaye d'incarner Jean-Luc Mélenchon. La gauche, quand elle gagne, elle est toujours en synthèse de ces deux courants-là. Et j'ai évoqué, je sais que ça fait un peu ancêtre, le moment où François Mitterrand et Georges Marchais s'étaient disputés dans les années 80, et j'ai évoqué le comportement qu'avait eu François Mitterrand, qui était d'après moi le bon comportement, tenir la ligne de l'unité, tenir la ligne du rassemblement et mettre chacun devant ses responsabilités. Parce que là, d'après les derniers sondages, s'ils s'alliaient, Benoît Hamon 14%, Jean-Luc Mélenchon 11%, ils arrivent à 25%, c'est-à-dire qu'ils dépassent même Emmanuel Macron, il pourrait être au deuxième tour. Mais c'est un mauvais calcul, ça. Ils s'additionnent pas, les gens. Vous additionnez des tomates et des... Est-ce qu'ils ne sont pas en train de prendre un risque historique pour la gauche? Bon, on va pas... Le choix de celui qui se retire ou pas ne se détermine pas que simplement au niveau des sondages. Bon, en plus, les sondages, ils reflètent plus là l'état du débat où tout le monde a reconnu que
je le dis avec affection, le vieux professeur Mélenchon a dominé un peu tout cela et a distribué les bons points, les mauvais points. Et personne d'ailleurs n'a été polémiqué avec lui parce qu'il s'est installé comme une sorte de majesté dans ce débat. Donc ça le reflète. Mais après, c'est un débat d'opportunité politique, de réalité du programme, de faisabilité du programme et de logique de rassemblement. Voilà. Mais ça, c'est du verbiage politique. Non, c'est pas du verbiage politique. Moi, dans le débat de lundi, ça va peut-être vous surprendre, j'ai trouvé que Macron, Mélenchon, Hamon, finalement, si on travaillait, bon, je n'ai pas dit que ça se faisait en 24 heures, mais on peut arriver à trouver un programme commun. On peut arriver à trouver un programme de travail en commun. Macron, Mélenchon, Hamon ? Oui, je pense qu'on peut d'ailleurs. Vous avez noté comme moi que Jean-Luc Mélenchon était plus fort que le programme commun encore. Non, mais moi je suis... fait le programme. Mais oui. Zemmour. Mais moi je suis... Ça me paraît encore plus drôle. Vous additionnez aussi des poires et des navets alors. Non. Là, moi... Le rassemblement, c'est pas la le Front populaire, 36. Il y avait des radicaux et des communistes. Et on a fait le Front populaire. L'Union de la gauche, vous êtes trop jeune, mais surtout moi. C'était un compliment que je lui faisais. Pour le Front populaire seulement. Pour le Front populaire, il est trop jeune. Enfin, il l'a connu quand même. Il était là. Et rappelez-vous la violence de la bataille entre les socialistes et les communistes entre 78 et 80. Absolument. Rappelez-vous, et on y est arrivé. Bon, donc 97, c'était pareil, quand on a fait la gauche plurielle. Au départ, je me rappelle, quand moi j'avais défendu l'idée de ce qu'on appelait le rassemblement des rouges, des roses et des verts, on me disait, mais avec les verts peut-être, avec les rouges jamais. Mais on l'a fait. Et finalement, le gouvernement de Lionel Jospin a été un bon gouvernement pour la France. Alors, c'est drôle ce que vous dites, parce que j'ai pensé à la même chose en regardant le débat. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est terrible pour Macron, qui montre bien là qu'il est en fait l'héritier de François Hollande. Mais je dirais une deuxième chose. C'est pas un héritage honteux. Pour moi, si. Mais pour vous, oui, d'accord. Mais pour moi, c'est pas un héritage honteux. Non, mais d'accord. D'ailleurs, il peut pas renier cet héritage-là. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, après, il peut être en rupture sur un certain nombre. C'est un problème pour lui parce que les Français ne veulent plus d'Hollande et qu'il a fait sa campagne sur le changement. Il est compatible avec Mélenchon. Donc c'est très bon pour le report des voix de gauche. Non, mais oui, mais de toute façon, il l'aura le report des voix de gauche contre Marine Le Pen. C'est pas le sujet. On parle du premier tour. Donc, si c'est le sujet, parce que je m'excuse, moi, si l'élection présidentielle, ce n'est simplement qu'une élection contre Marine Le Pen. C'est que ça. Non, je pense que c'est une mauvaise chose pour la démocratie. Et sur le fond, à un moment donné ou un autre, ça veut dire qu'un jour, Marine Le Pen va gagner. Je suis d'accord. Parce qu'à force, vous savez comme moi en football, à force de faire que de la défense, bien sûr, encaisser un but. Absolument, mais je suis d'accord avec ça, mais c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que si les trois, on peut faire une synthèse. Oui, comme vous avez raison, le Front populaire, 81, 97, sauf que vous oubliez la fin de l'histoire. C'est qu'à la fin, et c'est ce que vous aurez répondu Mélenchon, il y a toujours un cocu. Et que le cocu, c'est toujours le même. Le cocu, c'est celui qu'on sacrifie au nom de l'Europe. Je ne crois pas qu'en 1936, après il y a eu d'autres événements. Non, en 36, il y a quand même des acquis sociaux dont on parle encore aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y a eu. Oui, mais c'est pas rien. Et je ne crois pas qu'il y a eu de cocu de l'histoire. Je pense pas qu'en 97, il y a un cocu de l'histoire. Après, il y a des divergences dans l'exercice du pouvoir. Il faut modifier les choses pour pouvoir être plus dynamique, peut-être plus en phase avec tout ce qu'on a fait. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait des cocus de l'histoire. Je crois qu'il y a la question qui se pose à un moment donné pour chacun d'entre nous. C'est pas simplement de témoigner dans l'histoire. Julien, s'il n'y avait pas de cocu, et qu'est-ce qui fait avancer pour ceux qu'on est et celles qu'on est censé représenter. S'il n'y avait pas de cocu au nom de l'Europe, il n'y aurait pas 3 candidats aujourd'hui. Non, mais je n'emploie pas cette expression-là. En plus, j'aime pas ce terme-là. Donc je vous le laisse. Il n'y a pas de cocu dans l'histoire. Il y a des divergences. Je ne demande pas de reprendre mes termes. Heureusement. Reprendre l'idée. Voilà, et même l'idée, je n'aime pas ça. Vous préférez citer Césaire. Oui, bon, sans insulter Zemmour, qui a des qualités. Hein. Je ne diabolise pas, au contraire. Bien caché, absolument. Voilà, je pense que c'est une synthèse. Voilà, moi, ce que j'ai appris, voilà, vous savez, j'ai été, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très longtemps, un jeune militant révolutionnaire trotskiste. Puis un jour, je me suis dit, mais quand même, on est balèzes, nous, les trotskistes. Dans une élection présidentielle, on est capable de présenter 3 candidats. On veut diriger le monde, et on n'est même pas capable de se mettre d'accord entre nous sur les 3. Donc j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai quitté le trotskisme, et j'ai rejoint le Parti socialiste, et j'ai rejoint François Mitterrand. Je l'ai rejoint sans me cacher de mes origines, sans forcément penser qu'il avait raison sur tout, mais il m'a appris une chose importante à son contact. Il m'a appris la synthèse, il m'a appris la haine du sectarisme, il m'a appris la volonté de rassembler toujours. Et moi, je me suis situé toujours dans cette perspective-là. C'est d'ailleurs pour ça que je n'étais pas d'accord. Et j'ai même fait un livre qui passait un peu inaperçu parce qu'à l'époque, ça comptait, en parlant de la faute politique de Jean-Luc Mélenchon, où j'ai dit, à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon tourne le dos
à ce qui était l'essence du mitterrandisme, c'est-à-dire le rassemblement de la gauche. D'après moi, il rejoint plutôt ce que j'appelle la troisième période de l'international communiste, le classe contre classe, où l'adversaire c'est d'abord les socialistes avant la droite. Et ça, je pense, c'est une erreur. Alors justement, vous avez dit droite, je rebondis assez habilement avec une deuxième question. Ce que vous regrettez le plus dans cette campagne présidentielle, c'est que François Fillon ne se soit pas retiré malgré sa mise en examen, que Marine Le Pen ait refusé de se présenter au juge malgré sa convocation, ou que, et vous avez déjà répondu, je crois, François Hollande ne se soit pas présenté à sa propre succession. En totale synthèse, je vais répondre oui à 3 questions. Ouais. Voilà. Alors, ça me permet de dire ce soir quelque chose que j'avais dit avant, donc j'ai pas attendu la séquence Leroux pour que les choses soient claires. Je considère que la droite républicaine, en ne prenant pas ses responsabilités, c'est-à-dire en ne disant pas à François Fillon à un moment donné, peu importe la question de la présomption d'innocence, tu ne peux pas mener une campagne présidentielle et prendre en otage un pays au regard des accusations qui sont portées, étaient fondées. Et je le dis ce soir, elles sont d'autant plus fondées vu la gravité des accusations qui sont désormais portées par le parquet. La gravité, c'est escroquerie et c'est faux usage de faux. Je ne connais pas le dossier et je n'ai pas à le connaître, c'est à la justice de le faire. Mais il y a une chose, et je le dis, on peut monter, il y a un moment donné où la gravité des accusations qui sont portées contre vous pose un problème démocratique. Et moi je pense que ce serait l'honneur aujourd'hui de la droite française de demander à son candidat de se retirer. 32 jours, c'est compliqué là. On peut le faire, y compris le Conseil. Ah ben oui. Donc on recule les élections. Oui, c'est tout. Mais je préfère qu'on fasse cela, parce que je pense que les 30 jours qu'on va vivre sous la pression des dossiers judiciaires, parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise, puis d'autres que personne ne maîtrise, parce qu'il y a toujours un petit malin qui va piquer un PV, qui va le donner à la presse, et ça va toujours. Va être un calvaire pour la démocratie. Et ça ne sera pas une bonne élection. Or, une mauvaise élection présidentielle, c'est pour le président élu une catastrophe, des choix qui ne sont pas clairs, des choix qui sont faits par défaut, et donc des crises à venir, et des incompréhensions. Donc je le dis solennellement, si vous me permettez ce soir, on peut, même s'il le faut, permettre à la droite de retrouver un candidat, lui donner le temps nécessaire, mais on doit proposé ici même, donc je ne peux pas être plus d'accord. Et voilà, et je pense que c'est très important. C'est pas un gadget. C'est pas un gadget, parce que vous allez voir le calvaire. D'abord le calvaire pour le candidat lui-même, François Fillon. Et vous, quand vous avez parlé du débat, tout le monde a bien compris que dans la première partie du débat, il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, qu'il est rentré, parce qu'il se demande si on va l'attaquer ou non sur ses costumes, ses histoires. Puis quand il se rend compte que les autres finalement ont décidé de ne pas aller le chercher par responsabilité démocratique, parce que c'est ça le fond de l'affaire, pour pas faire un étalage de choses comme ça, il se dit... C'est déjà plus discutable comme motivation. Je crains qu'elle soit moins noble. Enfin, peut-être, mais il y avait aussi, on peut quand même penser qu'il y a aussi cette responsabilité d'un certain nombre de ceux qui sont candidats, en disant si on part sur un déballage comme ça, c'est une foire d'empoigne catastrophique, surtout quand il y a 11 millions de téléspectatrices et téléspectateurs. Donc je dis, voilà, c'est tout. Moi, je sais ce que c'est que la présomption d'innocence. Peut-être que François Fillon, sur bien des choses, va pouvoir... Il est très paradoxal de vous entendre dire ça quand même. Quand le parquet demande un supplétif, et que le supplétif porte, excusez-moi, sur escroquerie et faux usage de faux, escroquerie aggravée. Je dis, Julien Drey, on ne peut pas continuer comme ça. Il est très paradoxal de vous entendre dire ça, alors que vous avez subi vous-même ce genre d'offensive judiciaire et médiatique, et que vous vous plaignez à l'époque, j'ai juste titre de ça, et là c'est encore pire, parce qu'il est candidat à la présidence de la République. Moi je suis désolé, c'est l'inverse. C'est le scandale, il vient du fait que les juges continuent et la presse continue à donner des informations là-dessus. Je suis désolé, mais c'est mettre en otage la démocratie, puisque vous employez les grands mots, dans la main des juges et des médias. C'est les juges et les médias qui font l'élection, et au profit de Macron en plus. Écoutez, c'est très bien. C'est très bien en plus que vous soyez là tous les deux, parce qu'on a vécu cette séquence-là ensemble. Absolument. Voilà. Moi, quand j'ai été mis en accusation, je me suis retiré. Pendant plusieurs mois, j'ai été silencieux. J'ai pris la décision de me retirer, de permettre à la justice de faire son travail. J'ai pas pris en otage ni ma famille politique, ni même mes amis, ni personne. Je me suis retiré, on me l'a reproché, j'ai dit non. J'attends que la justice fasse son travail. Quand la justice a fait son travail et qu'elle m'a rendu justice, rappelez-vous, j'avais fait ce livre, j'étais venu, vous aviez vous-même reconnu que finalement, voilà, j'ai repris la parole. Je ne demande pas à François Fillon de quitter la vie politique. Mais non, je n'étais pas candidat à l'époque. Là, il est candidat à l'élection présidentielle. Et dans cette candidature, il y a des problèmes. Mais moi, je vais vous dire... On peut inverser votre problématique. Non, mais moi, je vais vous dire, il y a un problème encore plus grave. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Quand, dans les dernières discussions que j'ai eues avec le président de la République, pensant qu'il devait être candidat, je lui ai dit, dans cette campagne, il va y avoir un énorme problème. Et tu dois tenir compte de ça, parce que tu es le gardien des institutions. Je pense que les révélations qui ont été faites par le Canard enchaîné sur la société de conseil de François Fillon
sont catastrophiques. Et je me suis même étonné, j'ai dit, excusez-moi l'expression, j'ai dit mais nous les députés là qui avons fait notre travail pendant des années, on a été des beaux imbéciles. Tu savais toi qu'on pouvait être candidat, plus exactement député, et être à la tête d'une société de conseil? Il dit normalement on ne devrait pas. Mais comme il l'a fait juste avant, il a pu continuer. C'est légal. D'ailleurs, c'est légal. C'est légal, mais excusez-moi, c'est discutable. Je finis d'être Premier ministre, il me reste un mois avant d'être député, à toute vitesse je crée une société pour pouvoir après toucher des sommes considérables. Or, inévitablement la question se pose, quelle est la nature des clients, quelle est la nature du travail qui a été effectué, ça jette, qu'il le veuille ou non, même s'il n'a rien fait, ça geste une suspicion terrible. Troisième question. Oh, j'ai eu un petit... J'en ai profité. C'était bon. C'était pas mal, hein. C'était un petit... Emmanuel Macron président, ce serait une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une très très bonne nouvelle, une très très mauvaise nouvelle, ou vous ne vous prononcez pas pour l'instant, même si ça vous brûle les lèvres. Écoutez, ce ne serait pas une mauvaise nouvelle, parce que moi je ne fais pas de Macron un diable, je ne le diabolise pas, je ne fais pas de Macron un adversaire, je le connais, j'ai dit diverses choses avec lui, je pense par exemple que sur l'éducation, son idée de faire que les lycées et les collèges recrutent les profs ne tient pas debout, quoi, voilà. Il y a des choses avec lesquelles je le connais, son dynamisme, sa volonté. J'ai trouvé d'ailleurs que dans le débat, il aurait dû être plus allant sur les questions économiques, parce que je considérais que sur ces questions-là, moi, à son contact, j'ai appris des choses, je le reconnais. Il m'a appris des choses, notamment sur la compétitivité de la France, où j'avais tendance à avoir une vision que keynésienne des choses, c'est-à-dire en gros, on dépense, et puis on se pose pas la question de la production, et donc on dépense des choses, mais si on produit pas derrière, bon, voilà. Donc ça serait pas une mauvaise nouvelle. Maintenant, c'est pas mon candidat à ce stade-là. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est pas mon adversaire principal. Et vous voyez, dans le débat lundi, je n'ai pas aimé la séquence où Benoît Hamon l'a attaqué, et d'ailleurs l'a attaqué injustement, parce que sur le financement de sa campagne de donateur. J'ai pris un exemple, moi j'ai été candidat, donc j'ai eu des gens qui me donnaient des sous, c'était de manière transparente et légale, mais il y avait des fois des maris ou des femmes qui me disaient, je te donne les sous, mais dans le ménage, c'est pas forcément partagé. Donc si ça peut ne pas être trop public, ça m'arrange. Bon, faut penser à ça aussi. Quel métier. C'est un métier, faut y penser. Enfin, on voit bien que Emmanuel Macron, c'est devenu quand même le candidat de toute la gauche hollandaise, valso-hollandaise. Ça y est, c'est plié. Là, vous faites la chochotte et le... Non, je ne fais pas la chochotte parce que... Si, parce que vous dites, c'est pas mon candidat aujourd'hui, mais vous savez très bien que c'est plié pour Hamon et que vous irez soutenir si je regarde ce qui se passe dans le gouvernement, je vois qu'il y a des ministres qui... pas des mois. Je pense que le nouveau ministre de l'Intérieur, il est dans le staff de campagne de Benoît Hamon. D'ailleurs, ça peut même presque poser un problème. Moi, j'ai trouvé qu'on avait pris un petit risque là-dessus. Bon, mais voilà, il y a des appréciations différentes. Voilà, il y a des appréciations différentes, mais qui sont le produit, il faut être honnête, de la crise ouverte par la non-candidature de François Hollande. C'est pour ça que j'en reviens. Si François Hollande avait été candidat, nous n'aurions pas eu tous ces problèmes. Ah, mais moi, là, je vous rejoins. D'une part, c'est quand même le plus proche du hollandisme, quand même, de loin. Moi, je pense qu'il y a une... Je pense que les choses, si vous voulez mon avis personnel, sont détériorées à un moment donné, parce que ces deux hommes ont été incapables de se parler comme ils auraient dû se parler. Voilà. Et j'ai vécu cette séquence-là. Je pense que Emmanuel Macron avait un talent, qu'il y avait des choses parfois où il exagérait, et il fallait par autorité lui rappeler les choses. Je pense qu'il y a un conflit qui est né, dont j'ai pas forcément tout compris, entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, qui a empoisonné la relation à l'intérieur du gouvernement. Voilà. Maintenant, Emmanuel, il est jeune. Il a un énorme talent, mais il y a aussi besoin parfois de fondamentaux. On l'a vu dans le débat, que pour un moment, moi, ça flottait un peu. Ah bah oui, il flottait beaucoup. Ça flottait un peu. Et je rigolais parce que je savais ce qui allait se passer avec Mélenchon. Je savais que Mélenchon allait le câliner dans le débat pour le faire venir, que Emmanuel allait tenter de se dire je me mets à la portée de Jean-Luc Mélenchon, donc c'est bien, etc. Et puis que le moment venu, il y en a une. Ce qui s'est passé. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a besoin, le problème d'Emmanuel, mais peut-être que c'est bien pour la démocratie. C'est un renouvellement. Il a besoin de cette expérience que nous savons avoir, mais qui n'est pas qu'un privilège pour nous. C'est marrant parce qu'un renouvellement en âge, oui, générationnel, mais une grande continuité idéologique et politique. C'est quand même le grand paradoxe de Macron.
Non, parce qu'il y a une volonté peut-être plus... Alors après, on verra. Il y a une volonté de sa part de s'attaquer à un certain nombre de choses, notamment sur la formation professionnelle, qui est le serpent de mer des dépenses de formation. Ça fait 40 ans qu'on entend ça, oui, vous savez bien. D'accord, mais justement, c'est peut-être le moment de résoudre ce problème-là, l'efficacité de notre dispositif dans ces matières-là, une volonté peut-être de regarder mieux les choses en matière éducative, en matière de décentralisation. Bon, voilà, il y a une volonté de la fiscalité. Voilà, mais de toute manière, vous savez, moi je considère que cette campagne électorale, elle n'a pas fini de nous révéler des surprises. Et je pense qu'on va en avoir jusqu'au bout, malheureusement. Parce que j'aurais préféré un débat beaucoup plus serein. C'est pour ça que je suis très inquiet, je le redis ce soir, par la tournure des événements concernant le candidat François Hollande. Mais puisque vous êtes un proche de François Hollande, d'un point de vue psychologique quand même, cette affaire Macron, parce que quand on lit le livre de Davé et l'homme, François Hollande est le seul en France à pas voir arriver le coup, quoi. Jusqu'au bout, il dit, il sait ce qu'il me doit, etc. Il dit aussi, d'ailleurs, Macron, c'est moi. Comment il vit psychologiquement le fait que celui qui est le plus proche de lui, qui va perpétuer un peu sa pensée, même si c'est un peu plus libéral, soit aussi celui qui l'a trahi, quoi? Moi, je ne considère pas qu'il a trahi François Hollande, dans la mesure où il a... C'est comme ça que Hollande le présente dans le livre. Oui, mais il peut le penser. Il peut le penser. Moi, je suis pas... le fait d'être un ami n'implique pas de... Non, mais comment il le vit, lui? De manière contradictoire. Je pense que parfois, il a effectivement le sentiment que ça aurait pu se passer autrement, mais en même temps, il reconnaît une réalité. Mais la force de François Hollande, alors c'est une force et une faiblesse en même temps, c'est qu'il n'est pas rancunier. Voilà. Comme Chirac. Il n'est pas rancunier. D'ailleurs, il le dit dans le livre d'Avé l'homme. Il dit, moi, j'ai su effacer les ardoises. Et même des fois, moi, c'est des reproches que je lui ai fait, parce que je dis quand même, des fois, ils sont pas aménagés, et puis hop, bingo, ils sont ministres, ils sont nommés, etc. Souvent, je lui dis, il vaut mieux être ton ennemi que ton ami si on veut faire carrière. On voulait profiter de votre présence sur le plateau pour rendre hommage à une voix, une personnalité, une voix forte du PS. Regardez, c'était à l'Assemblée nationale en 2011 et le Premier ministre s'appelait alors François Fillon. Et c'est vrai, monsieur Emmanuel, je vais y venir. Il y a un pays qui fait mieux que nous, c'est l'Allemagne. Et pourquoi l'Allemagne fait mieux que nous? Parce que l'Allemagne, sous le gouvernement de monsieur Schröder, a fait plutôt les réformes que nous sommes en train de faire en ce moment. La réforme du marché du travail. Ça me fait sourire, parce que... Mais il ne faut pas réduire Henri à ce geste-là. Non, bien sûr, mais on voulait... Moi, je le disais hier sur les réseaux sociaux, j'étais avec Henri dans les vie politique, lorsque d'ailleurs même une partie de sa famille politique l'avait laissé tout seul dans la bataille sur quelque chose qui était une responsabilité collective, les affaires Hugo Bargraco, les financements des partis politiques. Il avait son bureau en face de moi et souvent il venait, il s'asseyait, on parlait. J'étais à ses côtés quand il a pris la direction du Parti socialiste. On n'a pas été brillant. On a évité la scission à l'époque, parce qu'on était au bord de la scission. J'ai travaillé avec lui à reconstruire la famille socialiste après le référendum de 2005, où là aussi on était dans une situation difficile. Moi, j'avais énormément d'affection. Je l'ai dit hier, c'était pour moi, à titre personnel, une très sale journée hier. Et j'ai beaucoup pensé à lui, à tout ce qu'on avait vécu ensemble. Et c'était une page de notre histoire collective qui se tourne et avec tristesse pour moi. Non, mais moi, je le connais moins bien que Julien Drey, mais je le connaissais beaucoup. J'ai passé, j'ai passé de longues heures avec lui. Il aimait polémiquer avec lui. Exactement. À ferrailler, à m'engueuler. Oh, c'est curieux. Mais non, mais ne prenez pas cet air ironique parce que c'était très affectueux. Je ne plaisante pas, je dis pas ça parce qu'il est mort. Je dis qu'on avait un attachement et une dilection à s'engueuler. Et parce que j'aimais bien, ça réagissait, il était vraiment agréable, il avait une idéologie, il avait une culture, et à chaque fois on s'engueulait, il m'insultait, etc. Mais moi ça me gênait pas, c'était bien parce on passait comme ça en voiture, dans un bureau, et c'était un type vraiment très profond. Non, c'est un personnage vraiment. C'est un personnage extrêmement attachant. Bon, alors il avait un caractère rugueux. Non, c'est vrai, franchement. Mais il pouvait pas laisser indifférent. Et quand on le connaissait, moi j'ai toujours ces images, il fumait, c'est un fumeur invétéré de gitane. Il avait une fourchette, une bonne fourchette, mais il était mince. À chaque fois, je l'admirais. Je disais, mais comment tu fais? J'ai presque les larmes aux yeux parce que franchement, c'était un bon compagnon, quoi. Eh ben merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est maintenant l'heure de notre prochaine séquence. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, écrivait Jean de La Fontaine. Voici 4 siècles pour l'avocat médiatique David Couby.
La fable Les animaux malades de la peste n'a pas pris une ride. On en a même un tout petit peu parlé pendant le grand débat de lundi soir. Regardez. Nous voulons assainir le fonctionnement de notre démocratie. Je l'ai dit, cette campagne a été polluée par l'argent. D'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non, mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Ça pourrait venir. Les 3 autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le sac. Deuxièmement, il n'est pas interdit aux électeurs, sachant ce qu'ils savent, puisqu'ils en savent beaucoup, de récompenser les vertueux et de châtier ceux qui leur paraissent ne pas l'être. Voici David Koubi. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, bonsoir, David Koubi. Vous êtes avocat. Vous avez défendu Christane Bannon et Jérôme Kerviel. Ça vous a choqué, là, pour rebondir sur l'extrait, qu'on n'en parle pas plus que ça, des affaires lundi soir? Bah écoutez, oui, ça m'a d'abord choqué, et puis ensuite ça m'a permis de confirmer ce que nous constatons tous, c'est que la justice est la très grande absente de ce débat. Si tant est qu'il y ait un... Ça vous fait déjà rire? Ah oui, là vous attaquez fort. Ah, je sens qu'on va s'éclater. Alors, Ce que je veux dire, c'est que je ne parle pas des affaires judiciaires des gens que vous pouvez peut-être soutenir. Je soutiens personne, moi. Tant mieux, tant mieux. Je parle de la justice en tant que concept. C'est-à-dire que il est intéressant pour nos concitoyens de savoir, il serait intéressant plus exactement pour nos concitoyens, de savoir ce que les candidats aux plus hautes fonctions présidentielles prévoient en termes d'orientation judiciaire, et c'est pas quelque chose dont on parle. Ah, ça c'est vrai. Non. Alors, justement... Mais effectivement, on est passé un peu vite, me semble-t-il, dans ce débat. On a lu votre livre. Éric Nolot me faisait la remarque en me disant que j'avais adopté la méthode Chirac, c'est-à-dire que j'avais mis des post-it pour faire croire que je l'avais lu, mais je l'ai bien lu. Je vois que les 2 vôtres sont utilisés. Parce que nous, on n'est pas Chirac. Non, j'ai le grand respect. Alors... Non, un de mes professeurs d'université disait « on place le corps de sa mère où on veut ». Pour différencier ceux qui maltraitent les livres en le lisant et ceux qui en prennent trop. Je crois que vous entamez une longue thérapie. Bien, alors, il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent, comme vous. Lui ne fait qu'un seul geste, il lit des livres. C'est l'apostrophe de Noël. Cher David Koubi, une brève notice en 4e de couverture précise que vous êtes anarchiste non-croyant et boxeur pratiquant. De fait, il semble que vous ayez publié ce livre comme on entre sur un ring. Votre rhétorique s'inspire d'évidence du noble art jusqu'à faire du premier chapitre l'équivalent d'un round d'observation où vous vous contentez de mesurer le gouffre qui sépare la promesse républicaine d'une justice égale pour tous et la réalité des jugements rendus. Rappel des faits en forme de premier uppercut, je vous cite, Lagarde, Cahuzac, Wildenstein, Juppé, pour ne citer qu'eux, ont fait à eux tous moins de prison que la peine à laquelle a été condamné un jeune SDF de 18 ans pour avoir volé des pâtes et du riz, simple échauffement. Le combat débute véritablement dans le 2e chapitre intitulé « La beauté de la loi ». Il serait possible de résumer par cette phrase en forme de 2e uppercut, donc citation, « Certes, nous avons des présidents, des ministres, des députés, mais ils ne sont pas les seuls à gouverner. Dans l'ombre, une oligarchie est aux manettes. » Une oligarchie, selon vous, à l'œuvre dans l'affaire qui vous a valu l'attention médiatique, l'affaire dite Kerviel, où vous dénoncez la collusion d'une partie de la justice, d'une partie de la presse et d'une partie du personnel politique. Quoique vous consacriez à cette affaire un long développement, je n'y insiste pas puisque nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre avec vous sur ce plateau. Sinon, pour signaler une étrange pièce que vous versez au dossier, il apparaît dans ce document que l'un des avocats de la Société Générale était aussi celui de Renault dans l'affaire des faux espions en 2011 et qu'une note interne précisait que l'avocat en question avait été conseillé en la matière par Rachida Dati, alors garde des Sceaux, qu'il était proche du château et que l'on comptait sur la bonne volonté des magistrats pour justifier les décisions prises par Carlos Ghosn. Il se passe des choses étranges dans cette République, décidément. À partir du 3e chapitre, intitulé « Notre vote sous condition, le combat tourne au pugilat ». Le discret appel à l'abstention dans le 1er chapitre se fait ici explicite. Il ne s'agit plus de voter, car voter c'est abdiquer, rappelez-vous, en citant le penseur anarchiste Élisée Reclus. Il s'agit pour les citoyens de se compter et de veiller à l'application stricte de la loi républicaine à tous et à chacun par tous les moyens. Mais alors, véritablement tous les moyens, à vous en croire, depuis la désobéissance civile jusqu'au strict contrôle des promesses tenues, en passant par des sanctions inédites,
puisque vous exigez dans le dernier chapitre qu'un représentant politique ou tout fonctionnaire coupable de détournement de fonds ou de trafic d'influence soit non seulement inéligible ou radié à vie, mais que la communauté nationale prélève sur le patrimoine du fautif l'équivalent de la fraude. Des moyens, pour finir, qui n'excluent pas même la violence. Citation, 2 options, c'est vous qui parlez, soit ils se soumettent à ces garanties exigées et l'idée même du vote reprendra de son sens, soit nous devrons les déloger et les remplacer. Par déloger, j'entends tout mettre en œuvre pour les chasser des postes et des appartements qu'ils occupent à nos frais. Et de décrire en détail les modalités de l'insurrection qui vient, pour reprendre le titre d'un célèbre pamphlet. Nul besoin de beaucoup d'imagination pour vous figurer en Fouquier-Tinville de cette future révolution. Une révolution qui emprunte à 1789 autant qu'elle se veut d'un nouveau type, puisque, encore une citation, elle ne devra avoir pour but que l'application de la loi à tous, et ainsi la fortification d'une justice indépendante, solide, au service du peuple, pour réguler les excès de la finance et les arrangements entre copains. Dernier crochet du droit, mais du doigt c'est pas mal, c'est un hommage à Emmanueli. Dernier crochet du droit, on nous demande de choisir lequel d'entre eux nous placera à l'état d'esclave durant les 5 années suivantes. Dernier crochet du gauche, ce qu'il est coutume d'appeler de nos jours la vie politique me paraît être d'une clownerie achevée. 8, 9, 10, out. Alors le problème c'est que votre livre paraît en pleine affaire Fillon et que M. Fillon, et très récemment dans cette même émission, M. Ciotti nous explique que le problème de notre démocratie, c'est pas celui que vous soulevez, c'est le problème inverse. Il se trouve que M. Fillon n'est pas traité comme un justiciable ordinaire. Vous voulez que les hommes politiques soient traités comme les autres, et M. Ciotti est venu nous expliquer qu'ils ne sont pas traités comme les autres, ils sont traités de manière inique et injuste. Oui, alors moi je ne suis pas l'attaché de presse ou l'exégète d'Éric Ciotti. Vous avez entendu ce... Bien sûr, j'ai entendu, et puis je l'ai croisé, on en a discuté, il trouve tout ça très bien. Donc je vais lui faire porter le livre, oui, c'est parce qu'il vous a dit... Il vous a pas encore lu, je crois, c'est un problème. Oui, il dit qu'il sait ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, bravo et merci pour ce résumé, je vois que vous avez lu avec une grande attention, et je me retrouve absolument dans ce que vous avez dit, non pas parce qu'il y a beaucoup de citations, mais également dans les enchaînements que vous avez pu en faire. Vous savez, vous dites pugilat, Éric Nolot, mais... Ce qui est écrit là, ça n'est ni plus ni moins que la loi. La loi est la Constitution. Alors qu'on ne nous l'apprenne pas dans les facultés de droit, qu'on ne fasse pas des émissions sur la capacité, même le devoir de soulèvement, pour commencer par la fin, qui est octroyé à notre peuple par des textes qui ont valeur constitutionnelle, c'est une chose. Mais que ça existe, c'en est une autre. Je rappelle simplement par une vision pure, stricte et me semble-t-il exacte de notre corpus légal applicable, ce que sont les choses. Ça, c'est la théorie. Ensuite, quand vous dites, alors je ne sais pas si on en était à l'uppercut ou au crochet du gauche ou du droit, quand vous dites les astreindre à la politique, ou plus exactement quand je le dis moi et que vous le reprenez, beaucoup de vos confrères m'interrogeant là-dessus souriaient en posant cette question, ce que vous n'avez pas fait. Mais en quoi ça serait choquant d'astreindre nos gouvernants aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur nous Français, nous citoyens? C'est-à-dire que, vous le rappeliez, ce livre sort en pleine affaire Fillon, mais vous connaissez bien l'économie générale de l'écriture d'un livre, et vous comprenez que je l'ai écrit avant. Je sais, avant, il y a juste une allusion parce que vous l'avez écrit avant. Oui, mais bien sûr, mais donc tant mieux pour moi, tant pis pour lui, tant mieux pour nous tous que ça sorte en plein, parce que c'est peut-être ce qui fait que vous m'invitez, mais ça a été écrit avant, et ça c'est un point qui me semble important, et par ailleurs, avec cette proposition de loi et cette interpellation, je n'ai pas choisi ce mot exactement au hasard, qui est faite... Mais vous ne répondez pas à ma question. L'iniquité que vous dénoncez est exactement l'inverse de l'iniquité que dénonce M. Fillon et ses amis. Alors, quelle est votre position en la matière? Ma position, elle est la position... S'il est traité de manière injuste. Ma position, elle est, pas de mon point de vue, ma position, elle est celle de la loi. Si vous voulez, on voit des politiques vous dire la justice est trop lente, et puis là, maintenant, elle serait trop rapide. Moi, c'est pas mon sujet. Le sujet, c'est que d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours, nos compatriotes vont voter pour élire le président ou la présidente de la République, et que parmi ceux-là, il y en a qui ont des affaires qui sont collées sous les crampons. Il serait bien que nous sachions ce qu'il en est. Et avec la promulgation de la loi que je pose, c'est-à-dire vous êtes un politique, que je propose, pardon, vous êtes un politique, vous fraudez, deux conséquences. Un, vous êtes inéligible, parce que vous avez fraudé. C'est pas une dinguerie. C'est-à-dire que si vous vous soumettez, si vous demandez notre vote, l'un ou l'autre, ou les deux, ou les trois,
on a le droit, nous, Français, d'attendre de vous que vous soyez probes, que vous soyez honnête. Je suis ravi que ça vous fasse déjà sourire. On va sans doute débattre. Mais parce qu'ils pensent que vous carburez à la moraline. Je vous fais les arguments de Oui. Non, alors attendez, Non, mais justement. je n'ai pas besoin de ventriloque. Vous avez fini, maître? Très bien. Je l'ai retenu celle-là, je vais lui sortir toutes les semaines. Il se macronise. Toutes les semaines, je vais lui ressortir. Vous avez fini, maître, là, parce que moi j'avais justement une question, enfin une sorte de question à Zemmour pour qu'il vous la rebalance ensuite. C'est-à-dire qu'en lisant... Je ne suis pas ventriloque non plus. En lisant votre... Merci. Non, mais en lisant votre livre, j'étais assez étonnée parce que je prenais une page et je me disais Zemmour va être d'accord avec ça, et je la retournais, ah non, il va pas être d'accord avec ça. Je pense que tu poses trop à Zemmour. Peut-être. Joli. Je crois que vous êtes cardinal pour J'aurais adoré. Alors, vous avez touché là, alors là, un point. On a tous très bien compris. Évidemment, avec l'épée comme Richelieu. Oui, bien sûr. Alors, la question est de savoir si vous vous en seriez servi. oui, oui, évidemment. Donc la question est de savoir s'il y a plus de pages avec lesquelles tu es d'accord ou plus de pages avec lesquelles tu es en désaccord. Pensez à nous dire en quoi vous n'êtes pas d'accord, évidemment. Mais alors là, je vais vous dire, ça va être très simple. Oui, j'attends avec gourmandise. C'est très simple. D'abord, je n'ai pas aimé globalement le style. Je trouve qu'il est inutilement vindicatif. J'allais vous dire méchamment, on n'est pas Victor Hugo qui veut. C'est-à-dire que quand on veut être lyrique, il faut vraiment avoir du génie, sinon on est vite ridicule et on est vite simplement démagogique. Donc je le pense, je vous le dis, même moi, je serais tombé dans ce même panneau. Hein. C'est très difficile d'être Victor Hugo. Mais venant de vous, je ne sais pas très bien quoi faire de cette critique sur le... Vous le prenez comme vous voulez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je suis jamais vindicatif. Non, vindicatif, c'est autre chose. Là, vous êtes vindicatif. Et en plus, alors, vous avez... Je vais répondre... Note qu'il n'est jamais vindicatif. Note pour moi-même pour plus tard. Vous... Mais répondez-moi. Alors, la question d'Anaïs... En quoi je suis d'accord, c'est que vous touchez un point fondamental que je vous avoue franchement, j'ai mis très longtemps à comprendre et même à admettre. Je suis sincère avec vous. C'est que les nouvelles conditions de la mondialisation financière avaient décuplé, je ne sais pas comment on peut dire, milliplé, les capacités... Bah, tu vois ce que je veux dire, parce que décuplé, c'est pas assez, vous avez compris. Les possibilité de corruption de tout le monde en général et des politiques en particulier, et que ça devenait un problème majeur. Là, je vous suis. Et je vous dis, j'ai mis longtemps à l'admettre et à le comprendre. Et donc là, aujourd'hui, c'est fini, ma religion est faite, et vous n'avez qu'ajouter à cette prise de conscience. Donc là, je suis d'accord avec vous. Mais là où je ne suis plus d'accord avec vous, c'est dans les conséquences que vous en tirez. J'en vois deux très vite. La première, c'est que vous faites semblant de croire... Non, je ne fais semblant de rien. Non, mais attendez. Oui, non, j'attends pas. Vous faites mine de croire que la grande délinquance en col blanc, comme on dit, n'est pas condamnée, alors que la petite délinquance serait matraquée. C'est la réalité. C'est faux, c'est faux. Vous allez voir tous les flics et vous expliqueront que la petite délinquance n'est absolument pas condamnée. Et que c'est un problème fondamental de la société française. Mais ça, je pense que... vous êtes monté sur un autre cheval, là, que je comprends. Non, je vous dis simplement, voilà, ça c'est une première chose. Oui. Mais vous avez raison, c'est pas le débat du livre. Mais, non, je crois pas. Mais évidemment que c'est pas le débat du livre. Mais je veux dire on peut parler c'est quand même votre référence. Vous dites, les grands ne sont pas touchés et les petits sont touchés. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que les petits ne sont pas touchés. Donc, voilà. Deuxièmement, vous en déduisez que la corruption règle l'action politique. Vous nous dites, voilà... Ah oui. Oui, c'est ce que j'en déduis. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon? Non, je vais vous dire. Ça règle sans doute les décisions pratiques. Par exemple, tel contrat, on prendra le français, pas l'américain, parce qu'il aura payé plus ou moins, etc. Mais ça, c'est... Oui. Ah oui, c'est intéressant comme concession. Dans le monde entier. Je ne parle pas seulement de la France, vous comprenez bien. Oui, c'est 3 fois rien, quoi. Non, j'ai pas dit que c'est 3 fois rien. Je dis je suis d'accord. Attendez, j'essaye d'être justement pas vindicatif avec vous et d'être le plus honnête possible. Mais en revanche, là où d'après moi vous vous trompez, c'est sur les grandes décisions. Je vous prends un exemple qui n'est pas français. Quand le grec Tsipras renonce à sortir de l'euro, alors qu'il a fait un référendum et qu'il a demandé au peuple de sortir de l'euro, est-ce que vous croyez que c'est parce qu'il a été acheté? Ah non, pas du tout. Voilà. C'est typique.
Est-ce quand Sarkozy annule le référendum de 2005, c'est pas parce dont vous avez envie de parler. Non, mais non, mais on le fasse. Mais si. Mais non, mais parce que vous. Qu'est-ce que Tsipras vient. Mais parce que vous mettez le. Mais pourquoi je parle de ça? C'est une bonne question. Mais non, pas du tout. Mais je sais que je ne suis pas là pour poser des questions, mais. Mais non, mais c'est pas grave. Vous pouvez poser des questions. Ah, c'est gentil. Je vous en prie. Je ne suis pas tyrannique. Je suis peut-être vindicatif, mais pas tyrannique. Vous n'avez pas les moyens. Non. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous expliquez que ça, c'est déterminant sur la politique. Je vous dis, vous exagérez, vous faites de choses, une généralisation qui est hâtive et qui donne une fausse image de la vie politique. Il y a comme une question qui appelle comme une réponse. Oui, c'est gentil. Mais est-ce que vous nous diriez en quoi c'est faux, sans en appeler un exemple grec qui n'est mentionné. Mais français, je pourrais prendre des exemples français. Mais faites-le. Quand, je sais pas moi, quand Mitterrand change de politique à partir de 83, c'est pas parce qu'il est acheté. Quand Hollande renonce. Mais non, mais je comprends. Mais c'est vous comprenez? Non, mais très bien. Mais oui, mais c'est. Moi, ce que je vous dis, c'est que chaque jour, et il n'y a pas assez d'heures dans le jour pour que toutes les affaires sortent en même temps, vous voyez, chaque jour, on se rend compte qu'un tel emploie ses enfants de 15 ans comme assistant parlementaire. Mais en quoi ça change la politique? Non. Ah, le fait d'avoir des gens qui soient honnêtes à la tête de l'État, en quoi ça change? Oui. Mais votre question est totalement disqualifiante pour votre pensée, si vous la posez sérieusement, Éric. Monsieur Koubi. Oui, je vous écoute. Dans l'histoire de France. C'est mon père, mais. Dans l'histoire de France, vous faites comme moi. Dans l'histoire de France, Mazarin est sans doute la personnalité la plus corrompue de l'histoire de France. Grâce à lui, la France est la première puissance d'Europe. Je me fous de la corruption de Mazarin s'il peut faire de la France la première puissance d'Europe. Oui, comme vous vous foutez peut-être de la possible corruption de Fillon, moi pas. S'il peut faire de la France la première puissance d'Europe, je m'en fous. C'est un point de discorde. Vous voyez qu'on a un désaccord de fond. Pour moi, la politique n'est pas la morale. C'est ce que j'ai dit. Mais il ne s'agit pas de morale. Mais si, vous faites de la morale. Moi, je vous parle de droit. Moi, je suis chez Machiavel, vous êtes chez Savonarola. Vous faites de la morale. C'est un vertueux au sens politique, au sens robespierriste. Non, je vous parle du droit. Non, vous ne parlez pas du droit, vous parlez de la morale. Non, vous vous trompez. Mais est-ce que je peux prolonger votre discussion et en même temps la reposer sur une nouvelle base? Moi, je voudrais m'intéresser à l'adjectif du titre, française. Pourquoi une contestation française? Parce qu'en effet, vous prenez comme modèle des traditions de contestation, en effet, nationales. Alors la plus célèbre, évidemment, étant la Révolution de 1789. Eh bien, je vais vous dire. Alors, cette référence à la Révolution française, d'accord, mais elle n'était pas déterminante dans le choix du titre de ma part. J'ai utilisé ce qualificatif parce que je suis un Français et que je suis fier d'être un Français et que je trouve que le fait d'être Français, ça n'est pas commettre quoi que ce soit d'autre. Et nous avons une capacité... C'est pas anodin et sans conséquence. Non. Vous voyez qu'on a des points d'accord. Et je suis pas venu pour être en désaccord. Enfin, s'il le faut, d'accord. Mais et je pense que le fait d'être français, comme je vous le disais, ça n'est pas commettre quoi que ce soit d'autre d'une part, et d'autre part, nous avons une capacité tout à la fois de résistance et de soulèvement, et que nous avons produit en France de glorieux aînés. Et je crois que c'est en référence. Et ça, c'était que la première partie de ma question, parce qu'il se trouve, et là, c'est marrant parce que je ne vois pas très, le système de Zemmour est quand même mis à mal par cette constatation, c'est factuel. Il se trouve qu'il y a en effet une autre particularité française. Ça doit être le seul pays des grandes démocraties où quelqu'un comme Fillon peut quand même être président. Voilà. Alors moi, candidat à la présidence. Moi, je ne demande pas la Suède où, en effet, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un saute parce qu'il a payé une barre de Toblerone avec sa... Bon, je ne demande pas une sorte de 1984 avec... Bon, mais quand même... Comment se fait-il? Vous avez raison, dans cette pièce, il y a deux versants, il y a deux faces, et celle que j'ai voulu éclairer au travers de ce texte, et plus particulièrement au travers de ce titre, c'est la face qui m'allait, c'est-à-dire cette face contestataire, ensuite d'aînés, je vous le redis, qui de mon point de vue sont des références, pour moi en tout cas, et que... L'attrait d'un modèle nord-européen ne m'excite pas grandement, tout comme vous. C'est pas ça le sujet, parce que ça serait de la morale. Et que, je le redis, c'est pas pour y revenir et tacler sans cesse, mais il ne s'agit pas de morale, il s'agit de droit. La question qui est posée, c'est est-ce que nous pouvons interpeller nos politiques et leur dire, à compter de maintenant, il y aura une loi, et je voudrais savoir lequel d'entre eux la fera, disant que si vous fraudez, vous êtes inéligible à vie et tenu sur votre patrimoine personnel. Pour le dire autrement... Ils l'évoquent tous maintenant, la loi d'une moralisation de la vie politique. On l'évoquait déjà sous le même vocable en 2007.
on vous parlait de moralisation de la vie politique. Mais ça fait 30 ans qu'on entend ça. J'ai des questions. C'est pour ça qu'il faut la promulguer. David Comme Couby, ça, elle le sera. j'ai des questions très techniques. Juste, est-ce que Marine Le Pen aurait dû se rendre à la convocation des juges? Ça l'intéresse, elle, et sa défense. Si vous voulez, entre François Fillon qui dit « je vais y aller, je vais collaborer pour remettre ensuite en question la compétence du PNF, du parquet national financier, et une Marine Le Pen qui est résolument de l'autre côté de l'échiquier, judiciaire, hein, j'entends, non pas que l'un serait coupable et l'autre pas, c'est pas ça que je veux dire, mais qui dit « je ne vais pas m'y rendre parce que tout ça c'est de la déstabilisation ». Si, dans le cas de Madame Le Pen, il y a 300 000 euros, comme ça a pu être dit, et je ne suis pas dans ce dossier, donc je n'en sais rien sur le fond, mais s'il y a 300 000 euros qui ont été payés sur des deniers européens, donc nationaux indirectement, qui viennent grossir la caisse européenne, on a tous bien compris comment ça marche, il y a un vrai sujet. Donc si cette dame doit être la présidente du pays, mais ça vaut aussi pour ce monsieur qui est François Fillon, on a un vrai sujet. Et que vous ne soyez pas d'accord pour des sujets stylistiques sans répondre sur le fond, en réalité. Attendez, je vais vous dire. Mais je réponds sur le fond. Oui, c'est moi. conclusion. On a un désaccord de fond. Je vous écoute et ça confirme le désaccord de fond qu'on a, que j'ai essayé d'exprimer, mais je vais essayer de l'exprimer d'une autre façon. Quand vous dites ce n'est pas de la morale, c'est du droit, c'est du droit. Vous donnez l'impression que le droit c'est une espèce de religion tombée de Dieu au mont Sinaï. Le droit n'est que l'expression d'un rapport de force politique et idéologique. Les juges ne sont pas purs politiquement. C'est ce que j'ai écrit. Non. Le droit, on a l'impression. Excusez-moi. Excusez-moi. Le droit. Vous pouvez pas lire en sautant une page. Hein. Non, c'est pas une page sur deux. C'est recto verso en plus. Mais non, excusez-moi, en l'occurrence, ne me parlez les pas juges font de la politique. Et de droit divin, vous vous disqualifiez. Mais pas du tout, les juges font de la politique. Les juges font de la politique. Le droit, c'est une expression des rapports, je répète, des rapports de force politique et idéologique d'une époque. Précisément ce qui est écrit dans ce livre. Non, oui, d'accord. Vous l'écrivez, c'est pour ça qu'Anaïs a raison. Une page, je suis d'accord, une page, je suis pas d'accord, mais c'est vous qui vous contredisez, c'est pas de ma faute. Alors, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Merci David Couby d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous car c'est maintenant l'heure de notre focus. Et si Marine Le Pen avait raté son grand oral? Elle caracole en tête des sondages où elle est créditée de 27% d'intention de vote au premier tour, mais après le débat, seuls 19% des Français l'ont trouvée convaincante, d'après un sondage Elab pour BFM TV. Elle arrive derrière Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, ex-aequo avec François Fillon. Avant d'en parler avec Sébastien Chenu, revoyez encore un extrait du débat, car c'est une émission avec du débat dedans. Il y a quelque chose qui me choque et dont personne n'a parlé, mais peut-être parce que certains se sentent concernés, c'est ce qu'on appelle le pantouflage. C'est-à-dire qu'on est formé dans les grandes écoles de la République pour devenir fonctionnaire, on devient fonctionnaire, et puis on passe, on devient banquier, puis on redevient politique. Je crois que c'est encore pour moi. Oui, il y a fondamentalement un gigantesque problème des intérêts privés qui s'invitent dans cette campagne présidentielle et dont on a même l'impression que, ils vont peut-être prendre la place même des candidats. Il y a une justice dans notre pays. Dieu merci, elle est indépendante et elle le montre. Ce que vous avez décrit, ce sont des conflits d'intérêts, ça se caractérise pénalement. Donc, soit ce que vous venez de faire, Madame Le Pen, c'est de la diffamation, soit soyez plus précise et allez devant la justice de notre pays. Et dans ces cas-là, la justice fera son office. On va parler d'environnement. On peut avoir aussi de l'éthique et de la déontologie. Tout le monde n'est pas comme vous. Il faut qu'on avance. Ça existe aussi. Bonsoir Sébastien Chenu, vous êtes délégué national du Rassemblement Bleu Marine, vous êtes aussi un ancien de l'UMP, puisque vous aviez même parrainé Bruno Le Maire à l'élection de la présidence de l'UMP. Et vous êtes conseiller régional des Hauts-de-France. Est-ce que vous avez eu peur lundi soir pour votre championne? Non, pas vraiment. Non. Vous savez, on n'est pas trop peureux finalement quand on s'engage derrière Marine Le Pen. On en prend tellement que c'est pas un débat. Plein la figure, vous voulez dire? Oui, mais c'est pas un débat qui va faire peur. On peut avoir derrière l'espoir que ça se passe bien, se dire qu'elle va marquer des points, etc. Avoir peur, non. Comment vous l'avez trouvé? Alors, je suppose que vous allez me dire. Oui, allez-y. Je l'ai trouvé solide. Voilà. Je ne sais pas si c'était le mot que vous imaginiez. Moi, je l'ai trouvé solide parce que je pense que dans ces débats-là, où on survole de multiples sujets. En réalité, on parle un peu de handicap, un peu d'économie, un peu de santé, etc. On survole trop, c'est ce qu'on dit depuis. Bien sûr, c'est très difficile, évidemment, d'aller au fond des choses, mais je crois que ce qui se dégage, c'est à peu près le chemin et la méthode. Le chemin vers lequel un candidat ou une candidate veut mener le pays,
voilà, quelle est sa ligne, quelle est la ligne vers laquelle il veut emmener le pays, et puis comment il veut le faire, un peu quelle est sa méthode. Et je crois que sur ces 2 points, finalement, Marine Le Pen tient la route. On sait, les Français savent, ils peuvent être en désaccord, c'est le jeu démocratique après, hein, ils peuvent être en désaccord, ils savent à peu près ce qu'elle veut faire. Elle est pour ceci, elle est contre cela. Ils savent à peu près comment elle veut le faire. Et puis ensuite, eh bien, c'est le débat et la confrontation des idées. Ce qui n'a pas été le cas, je crois, par exemple, d'un Macron. On voit pas bien où il veut amener le pays. On peut le redouter, mais on voit pas bien et surtout, on voit encore moins comment. Alors là, c'est encore plus fumeux. Alors, Nolo. L'avantage de Marine Le Pen dans ce genre de configuration, c'est que comme son discours fonctionne à base d'obsession et d'idées fixes, bon, c'est ce qui est le plus facilement audible. Au moins tout le monde comprend ce qu'elle veut dire. Après, il y a quelque chose de très très surprenant, peut-être ça tient moins d'ailleurs à l'aspect politique que psychologique. Je l'ai trouvée vraiment mais très mauvaise dans les rares duels qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'elle se couchait tout de suite. Elle n'apportait pas la contradiction. On l'a connu, un mot qui... Avec Emmanuel Macron. Oui, qui a beaucoup été utilisé là, dans la précédente séquence vindicative. Moi, je l'ai connu beaucoup plus vindicative, en tout cas agressive, ou en tout cas, pour prendre un mot plus neutre, combative. Donc je ne sais pas si c'était une tactique ou si elle n'était pas en forme ce soir-là, mais voilà. Écoutez, j'aurais tendance à me dire que si elle ne vous a pas beaucoup plu, ça me rassure. Finalement, je ne suis pas persuadé que vous soyez exactement le nombre de personnes captif vers lequel son discours... Le problème du FN, ce n'est pas son électorat captif, c'est le reste. C'est moi que vous devez convaincre. Donc vous devrez vous inquiéter qu'elle ne m'ait pas convaincu. Alors bon, vous ne serez pas forcément le premier sur la ligne de ceux qui seront les plus facilement à convaincre. Il me plaît que vous le rappeliez. Voilà, on en est à peu près certain. Non, je crois que Marine Le Pen, ce qu'elle souhaitait, c'était du débat de fond. Si vous l'attendiez effectivement pour la castagne, vous avez été un peu déçu. Et d'ailleurs, il y a même certains militants du Front qui ont dit ah, mais Marine Le Pen, pourquoi elle ne s'est pas battue davantage, etc. Je suis plus proche des militants mais parce qu'elle ne cherchait pas. Ça m'étonne pas. Vous êtes sur le bon chemin. Il sera long. Vous allez nous adorer, vous verrez. Mais moi, c'est un chemin, ce sera droit. Votre chemin est très sinueux. Donc, comme les chemins de la vie, vous savez. Oui, les chemins de la vie. Tout dépend de la vie. Et donc, par conséquent, non, je crois que elle ne cherchait pas la castagne, elle cherchait à développer encore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire expliquer là où elle veut emmener la France et comment elle veut l'emmener. Ça ne souffre pas effectivement d'échanges qui soient particulièrement mis en scène quand on a la volonté d'expliquer le fond et le projet. Je pense qu'il y a des candidats qui... Fillon n'a pas fait d'effet de manche non plus. Voilà, donc je crois que c'était des débats sérieux, même parfois peut-être un peu ennuyeux. Même Hamon il a tenté la provoque, etc. avec Mélenchon, mais il était finalement assez sérieux et même assez scolaire. C'est une raison politique, c'est-à-dire qu'en fait elle s'est rangée un peu à la ligne Philippot, où il faut se dédiaboliser, il faut présenter un programme et une apparence beaucoup plus lisse, et c'est votre ligne et celle de Philippot qui a triomphé dans ce débat. Est-ce que psychologiquement, vous avez un peu expliqué, mais est-ce que politiquement, c'est pas ça l'explication? Non, parce que je crois qu'il n'y a plus que vous qui croyez qu'on est le diable. Sincèrement, il n'y a plus que vous qui puissiez penser que nous sommes le diable. Voilà, c'est... Attendez, vous faites 25%, il y a encore 75% des gens qui pensent que quand il y a à peu près un électeur sur 3, grosso modo, qui se dit proche de ce que nous défendons... Donc 2 sur 3 qui s'en sont... Oui, mais c'est que nous sommes... Oui, mais moins encore chez les autres. Encore moins d'électeurs se disent proches de ce que présentent ou de ce que proposent les autres. Donc on n'est plus en réalité vraiment le diable. Vous savez, il y a 2 lignes vous êtes à Paris, il y a très peu de gens qui votent Front National, vous sortez de Paris, il y a très peu de gens qui votent pour les autres. C'est à peu près ça. Il y a 2 lignes au FN. Non, il n'y a pas 2 lignes, il y a la ligne de Marine Le Pen, c'est elle qui est candidate. Alors, justement, je ne reprendrai pas les termes habituellement psychiatriques sur les obsessions, etc. D'abord parce que je l'ai subi autant que vous, si ce n'est plus. Vous vous améliorez beaucoup. Vous voyez, donc bon, parce que vous soignez. Vous savez, c'était la psychiatrique. Oui, je me soigne. Voilà. Vous savez, c'était la vieille méthode de Brejnev. Nolo n'a rien inventé. Il mettait dans l'asile psychiatrique tous les opposants politiques. Bien, on avance. Je suis souvent associé à Brejnev. Mais oui, absolument. Il a le physique, plus il vieillit, plus il a le physique de Brejnev. Donc moi, ce que je voulais vous demander, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'ai trouvé quelque chose de très paradoxal dans ce débat. C'est que moi, je n'ai pas trouvé, contrairement à mes camarades de Marine Le Pen, spécialement mauvaise ou spécialement... mais en revanche, je l'ai trouvée très inégale et paradoxalement bien meilleure sur les sujets où elle était très faible jadis, c'est-à-dire en gros l'économie, le libre-échange, etc., où j'ai trouvé qu'elle avait fait beaucoup de progrès. On a eu ici une altercation sur l'économie et l'euro, et j'ai pu voir l'ampleur de ces progrès. Et en revanche, sur les sujets
où normalement elle doit être forte, c'est-à-dire normalement où elle doit prendre le pas sur sécurité, immigration, c'est-à-dire immigration, laïcité, islam, je l'ai trouvé assez, comment dire, je dirais pas faible, mais faiblarde. C'est-à-dire n'osant pas vraiment affronter le politiquement correct. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les adversaires ne l'ont pas tellement attaqué là-dessus. Alors on peut dire que c'est parce que l'évolution du pays est telle qu'ils n'osent pas affronter la majorité du peuple, peut-être. Mais c'est aussi, je crois, qu'elle-même a mis beaucoup d'eau dans son vin, et moi personnellement, ça devrait faire plaisir à Nolo, mais moi personnellement je le regrette. Je crois que personne ne peut douter que Marine Le Pen est la mieux-disante dans le combat contre le communautarisme et contre le fondamentalisme islamique. Personne n'en doute. Aujourd'hui, vous demandez aux Français qui, et d'ailleurs dans tous les sondages d'opinion s'est exprimé ainsi, quels sont les secteurs, les thématiques sur lesquelles Marine Le Pen est la plus crédible. C'est la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est pas le produit du passé ? La lutte contre l'insécurité. Non, je crois qu'elle est toujours... D'ailleurs, ses propositions sont d'une parfaite cohérence et dans le temps et sur le fond. C'est-à-dire que Marine Le Pen ne change pas de discours. Ça fait longtemps qu'elle dit qu'il faut faire fermer les mosquées salafistes. Alors si effectivement vous n'avez pas entendu une fois de plus, peut-être vous le regrettez, et j'entends que vous le regrettez, mais je crois que c'est présent dans l'esprit des gens. On sait que Marine Le Pen porte ce combat-là. Et je crois qu'elle devait peut-être démontrer qu'elle était capable d'en porter d'autres également. Ouais. Sur l'immigration, nous sommes les seuls à demander des frontières. Donc nous sommes les seuls, et elle l'a rappelé d'ailleurs elle-même, à vouloir qu'on arrête les politiques immigrationnistes. Les frontières avec l'Italie, par exemple, sont rétablies en vérité, vous le savez. Non, non, pas vraiment. Nous sommes allés, elle est allée elle-même à Menton. Vous savez qu'on peut passer de l'Italie à la France comme dans un gruyère, sans aucune frontière établie physiquement. Non, non, ça c'est un... Vous savez, c'est un peu comme... je parlais des mosquées salafistes. Pas une n'a été fermée dans ce pays. Pourquoi ? Parce que je crois que le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve, a deux angoisses. À deux angoisses. Un, ne pas mettre, entre guillemets, le feu aux banlieues par des politiques un peu affirmées. Et puis d'autres, se préserver un électorat communautariste auquel il fait la cour, auquel le Parti Socialiste, en réalité, depuis Terra Nova, fait la cour depuis bien longtemps. Qui a voté Hollande à 90%. Et avant les présidentielles, il faut toucher à rien. Donc non, je pense que sur ces thématiques-là, il n'y a pas mieux disant que Marine Le Pen. Chenu, vous avez entendu mon objection de la réalité que des mosquées salafistes ont été fermées bel et bien. Très, très peu, je crois que sur une centaine. Là, il n'y en avait pas du tout là. Pardon, peut-être. Alors je vous donne peut-être crédit sur 3 ou 4 sur une centaine. Oui. Voilà, très très peu. Et en tous les cas, voilà, ce sera une petite médaille à mettre à votre revers de veste brejnevienne. À qui il manquait la palanquée des médailles. Voilà. C'était mieux avant. David Koubi, vous avez comment vous l'avez trouvé vous, Marine Le Pen? Lundi soir. Je l'ai trouvé dans l'exercice de style qui, de mon point de vue, n'était pas un débat, mais était de la politique entertainment. Je n'y ai pas vu, et je sais que vous avez dû beaucoup en parler, je n'y ai pas vu Nicolas Dupont-Aignan, je n'ai pas vu d'autres petits candidats. Je sais qu'il y a eu un débat sur le sujet, certains des candidats l'ont noté. Enfin, déjà à 5, ça finit à minuit et demi, oui. Donc à 11, on aurait fait un petit-déj, on a arrêté l'heure des chouquettes. Ça dépend à quoi ils sont invités à parler. et en fait, pour tout vous dire, je vais être un peu peut-être tranché, et ça n'exclut pas votre poulain. Je ne sais pas si ça se met au féminin, j'imagine que non. Pouliche, je voulais dire que ça n'exclut pas votre pouliche, effectivement. Mais ça m'a donné l'impression d'un exercice de bonimenteur, en fait. Vous savez, les bonimenteurs sont ces gens sur les marchés qui répètent à l'infini les mêmes phrases, comme quand M. François Bayrou vous disait la semaine dernière, j'étais dans un taxi, le chauffeur m'a reconnu et il m'a dit « Ah, M. Bayrou, il n'y a que vous ». Et il nous a dit ça le 8 février, le 18 avril et le 30 septembre. Bon, oui, mais il y a plein de choses sur lesquelles on sera sans doute pas d'accord. Chirac faisait ça déjà, vous savez, il y a 40 ans. Mais je le sais très bien. Ce que je vous dis, c'est que, de mon point de vue, les sujets de fond, même s'ils étaient sur la table, n'ont pas été abordés. Je reviens sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la justice. Quand ils sont pudiquement interrogés les uns et les autres sur les affaires, et qu'on passe, moi je vois une chose avec ce débat, c'est que on dirait que les affaires de François Fillon, et puis celles de Marine Le Pen, parce que j'ai cru comprendre comme nos concitoyens,
celle de M. Macron s'il en a. L'immunité a été levée, l'immunité parlementaire de Marine Le Pen sur l'affaire des images de Daesh qu'elle avait retweetées. Vous pensez qu'elle peut être... Je parlais de fonds publics, moi. Je parlais de fonds publics. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait un grand débat comme ça, comme celui auquel on a assisté lundi soir, et qu'on les laisse passer aussi facilement sur des sujets qui sont des sujets fondamentaux, ça donne l'impression que tout est derrière. Parce que vous estimez que c'est fondamental, mais moi j'avais d'autres sujets qui sont fondamentaux pour moi. J'entends très bien, je ne les exclus pas. Je vous demande le crédit de mettre ce qui m'intéresse dans des sujets fondamentaux si je l'estime. Ce que je veux vous dire, c'est que la probité des gens qui nous gouvernent, et c'est une question que je poserai également à Marine Le Pen et que je peux vous poser, si vous étiez élu à la présidence de la République, via Madame Le Pen, est-ce que vous accepteriez de promulguer une loi, de faire promulguer une loi au terme de laquelle tout politique fraudant sera tenu sur son patrimoine personnel et sera inéligible parce qu'il aura été malhonnête. Parce qu'on ne peut pas parler à la fois de moralisation de la vie politique et garder un système dans lequel ça tombe tous les jours. Parce qu'après, vous savez, il y a un sujet d'abstention. Alors je sais que vous avez une alliée majeure qui est l'abstention. C'est tous très bien compris ça. C'est pas vrai. C'est pas une alliée. Ah non, c'est au contraire. Vous avez tort de dire ça. Pardonnez-moi, vous avez tort. Les abstentionnistes sont le plus près des électeurs du Front National. Ils y perdent à l'abstention. Monsieur Chenu vous parle de clientèle captive. C'est une interpellation de David Couby dans son livre. Est-ce que vous engagez sur la moralisation de la vie politique? Ce que vous nous avez dit, deux choses. La première, dans ce débat, vous parlez de bonimenteur. D'abord, je trouve que taper sur la classe politique du soir au matin, en réalité, ne grandit personne. Et les traités de bonimenteurs, alors que tous les 5 sont, je crois, des candidats. Non, mais qui hurlaient contre l'établissement. Ce sont des gens qui ont préparé leur débat, qui viennent exposer leur point de vue. Je pense qu'on peut au moins leur accorder ce crédit. La différence, c'est que Marine Le Pen n'est pas dans un exercice elle est dans un exercice de conviction et non pas de charme. Elle ne cherche pas à plaire. Et Dieu sait si le Front National cherchait à plaire, il aurait pris peut-être d'autres chemins, y compris sur la question de l'euro, par exemple, qui ne sont pas les chemins les moins escarpés. Elle cherche à convaincre. Inverse, cherche à plaire. Plaire sur sa gueule, plaire sur... C'est votre adversaire, Macron, hein. C'est probablement celui qui est plus haut aujourd'hui dans les sondages, mais Fillon m'intéresse aussi. Mais Macron, c'est un produit neuf en politique. Il se présente lui-même comme un produit neuf en politique. Donc, il cherche à plaire. Et je crois que la politique, c'est pas fait pour plaire. Ce qui me fait rebondir sur votre deuxième proposition. D'abord, parce que sur la première, vous n'avez rien dit. Vous venez de nous dire ce que vous aviez envie de nous dire, mais la question est en l'air. Répondre. D'abord, on n'est pas là pour se soumettre. Même si c'est à vous, cher monsieur, ce n'est pas encore à vous de nous dire, vous avez le droit d'avoir un avis, c'est une proposition, voilà, à laquelle on a le droit de ne pas se soumettre aussi. Ouais. En revanche, je pense que vous arrivez à la dernière étape du parcours avec ce que vous proposez, et qu'avant d'arriver à la dernière étape du parcours, qui est la sanction, celui qui nous gouverne doit être qui est la sanction des hommes et des femmes politiques. Non, j'ai pas envie. Si je peux terminer, ça montrera que là aussi vous respectez mes propositions. Eh bien, je pense qu'avant d'arriver à cette dernière étape, qui est la sanction du politique, le châtiment, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il y a tout un ordre de choses à remettre en place. La réforme institutionnelle que souhaite faire Marine Le Pen prône que l'ensemble des frais des parlementaires soient soumis à un contrôle. Je pense que ça... Même les frais européens? Mais oui, non mais les frais européens, ça se gère au Parlement européen, mais pourquoi pas? Bien sûr, mais pourquoi pas? Évidemment. J'entends. Bien sûr. Que la proportionnelle existe. Je pense qu'une fois qu'on aura réglé ces problèmes-là, vous ferez sensiblement descendre les problématiques liées à l'utilisation d'assistants parlementaires ou d'enrichissement personnel, comme c'est le cas chez Fillon, ce qui n'est pas le cas chez... Mais pourquoi ne pas commencer par le début, si j'ai besoin de comprendre? C'est-à-dire que... Parce que notre système a besoin d'être réformé, ce système a besoin d'être réformé avant de châtier les hommes et les femmes politiques qui, parce que enchevêtrés dans des problématiques comme celles qu'on a vues sur Bruno Le Roux, qui ne sont pas bien en réalité glorieuses, mais qui auraient pu se régler bien en amont. Aujourd'hui, on vire le ministre de l'Intérieur. Très bien, ok, mais la réalité, c'est qu'on aurait pu régler ce problème bien en amont, en ayant, alors est-ce qu'il faut un statut des assistants parlementaires? Sincèrement, je suis pas sûr qu'il faille fonctionnariser l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce Mais là, vous rentrez dans le détail. Il vous demande juste, est-ce que vous vous engageriez sur une loi? Une fois qu'on aura réformé ce système, on pourra produire effectivement une loi qui sanctionnera. D'accord, donc ça ne se fera pas. Mais non, pas du tout. Très bien. Merci, messieurs. Merci Sébastien Chenu d'être venu sur le plateau de Zemmour. Vous restez avec nous, vous restez aussi Maître Couby.
Lévy, car voici l'heure de tout savoir sur le feuilleton de la campagne, avec celle qui la suit pour nous. Avec elle, c'est toutes les semaines les feux de l'amour. Alba Ventura et ses carnets de campagne. Jusqu'ici, c'était tough. Alba, où êtes-vous, Alba? Alors oui, nous avons mis nos chemises de pyjama en hommage à cette campagne à dormir debout. Le jeu de mots est sympathique. Voilà. Alors, François Fillon a un nouveau slogan de campagne. Mais bien sûr, ma chère, vous vous souvenez que le slogan de François Fillon était jusqu'ici « Le courage de la vérité ». Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était plus vraiment adapté, hein, ce slogan. Donc, l'équipe Fillon s'est plongée dans un long brainstorming pour trouver le nouveau slogan que voici, une volonté pour la France. Alors on croit que c'est facile de trouver un slogan, mais pas du tout, ça demande des heures et des heures de discussion. Alors au départ, les proches de François Fillon ont imaginé utiliser le verbe faire, c'était le titre de son bouquin. Alors qu'est-ce qu'on va dire avec faire? Faire tapisserie, comme dirait Pénélope. Oh, ça va pas, le mot. Non, défaire, non, faire. Mais finalement, c'est le mot volonté qui s'est imposé, parce que volonté, il trouvait que ça faisait plus punchy. Et puis Bruno Retailleau, proche de François Fillon, a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait le mot France dans ce slogan, parce que d'ailleurs aucun des candidats n'avait utilisé le mot France, donc c'était bienvenu. Et là, alors ils ont imaginé dans un premier temps faire France, avec les initiales FF comme François Fillon. Sauf que ça faisait penser à la société de conseil de François Fillon, 2F, hein, c'était pas une bonne idée. Et puis accessoirement, on aurait dit qu'il copiait Emmanuel Macron, EM, En Marche, avec les initiales aussi. Il y a Éric Ciotti, paraît-il, qui a pensé à lui à Vive la France. Ça, c'est écoute un petit classique qui se porte... Pas terrible quand même pour un slogan. Il a même été proposé La France, tout court. Vous imaginez, François Fillon, La France. Pas mégalo comme slogan. Mais alors le pompon... Le général de Gaulle disait qu'il était la France. Oui, le général de Gaulle, voilà, on en revient. Le pompon revient quand même à Serge Grouard, député du Loiret, donc soutien de François Fillon, qui lui voulait opter pour Allez les Bleus. Ben, c'est pas une blague. Allez les Bleus avec François Fillon. Faut pas proposer des choses en fin de repas. Il est fan de sport. On a évité le ridicule. Donc, une volonté pour la France, c'est plutôt sobre. C'est vrai que les slogans ou même les noms des partis, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'UMP, au départ, ça s'appelait l'UM, l'Union en Mouvement, et ils avaient quand même imaginé un truc comme la Maison Bleue. J'allais le dire. Hein, pourquoi pas non plus la voilà. De là à dire que François Fillon change de slogan comme de costume, il y a qu'un... Ah, je vous laisse dire ce genre de choses. Faut faire attention. Et vous vous rendez compte à quel point tout cela est navrant quand même? Oui. C'est très marrant, hein. Mais... Je vous ai fait rire, tant mieux. Non, mais oui, mais parce que, ils nous font rire, oui. mais c'est profondément navrant. Le meilleur slogan. Ils vont gouverner des vrais gens. C'est un vrai pays ici. C'est pas pour faire du marketing. Non, mais vous avez souligné la schizophrénie qui est la nôtre. Oui. Spectacle fabuleux en tant qu'observateur politique et navrant en tant que citoyen. Bien sûr. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. En tant qu'observateur, c'est un régal. Mais ça fait tous les jours et c'est gratuit. Enfin, c'est une farce que nous finançons sur les deniers publics en plus. Le Donc fait de se mettre dans la main de communicants amène à ce type de slogan complètement vidé de leur sens, parce qu'en fait, les slogans dont vous nous parlez, ils sont assez interchangeables. Qui serait hostile à faire France? Qui serait hostile à Vive la France, etc. Ridicule. Je pense qu'un slogan doit dire quelque chose, doit dire ce pourquoi on se bat. C'est pour ça que Marine Le Pen, elle a choisi Au nom du peuple. Mais ça lui vient elle a beaucoup hésité aussi. Oui, mais ça lui vient de ses années de barreau. D'accord, mais reconnaissez qu'elle a aussi tergiversé pas mal. Au nom du peuple, mais ce que je veux dire, c'est que la décision de justice. C'est sûr. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que ça lui est venu d'ailleurs. On voit pas très bien ce que ça fait. Mais si, c'est ce pourquoi on se bat finalement quand on est en politique. Ça a du sens. Mais tous les trucs qui font un peu Tour de France, allez les Bleus ou football d'ailleurs, bon, ça semble vide de sens. Mais à partir du moment où on s'en remet aux mains des communicants, on atterrit dans ce genre de... Le meilleur communicant, c'est quand même celui de Barack Obama avec Yes We Can. Ça, c'était quand même exceptionnel. Ça a marché en tout cas. Très efficace. Alors, à propos de Barack Obama, vous avez des nouvelles de François Hollande? L'analogie est Alors oui, c'est un de ces visiteurs du dimanche qui n'en revient pas de voir le président en grande forme. Hein. Je pensais, dit-il, qu'il allait être en dépression, qu'on allait retourner au cinéma. Ben pas du tout. François Hollande ne parle que de politique, il ne s'intéresse qu'à ça. Il n'est pas du tout occupé par la création d'une fondation ou par un poste à l'Europe. Non, ce qui l'intéresse absolument, c'est ce qui va se passer à la présidentielle. Il va parler, nous dit ce proche, même s'il n'est pas dans la logique de soutenir Emmanuel Macron avant le premier tour. Mais il ne veut pas laisser le PS se corbiniser, hein, référence à Benoît Hamon, accusé de radicaliser le PS comme Jérémy Corbyn, le leader du parti travailliste en Angleterre. Alors, en parlant de gauche radicale, vous savez que Jean-Luc Mélenchon, ce sont ses anciens amis socialistes qui en parlent le mieux. Mélenchon,
C'est le nouveau Jean Marché. Oui. Il ne veut pas gagner. Non, le but de Mélenchon, c'est de faire exploser le PS. Enfin, dit cet ancien ami de Mélenchon socialiste, il ne faut pas qu'il oublie quand même Mélenchon qu'en 1933, les socialistes et les communistes étaient majoritaires. Ils n'ont pas réussi à se rassembler et c'est comme ça qu'Hitler est arrivé. Oh là là, la réduction à Hitlerum, ça leur pourrit le cerveau. Alors, vous savez que ça allait vous faire réagir. Continuez. On va faire exploser le PS, c'est pas très courageux, il s'attaque quand même. Un moribond. Voilà, on a connu des combats plus valeureux. En tout cas, ce qui agace les socialistes, c'est de voir que le pacte de non-agression entre Mélenchon et Hamon n'est pas respecté. Mélenchon est fourbe, il a promis de ne pas dire de mal de Hamon, mais il laisse son entourage lui cogner dessus. Ça, c'est un classique politique aussi, ça, vraiment, ça n'a rien d'original. Hein. Alors, en tout cas, au PS, on est inquiet, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une totale démotivation militante. Le PS a un mal fou à trouver des gens pour aller tracter sur les marchés ou pour coller des affiches. Bah oui, tu m'étonnes. Comme le dit Jean